Alors bonjour à tous, nous voilà dans notre dernier atelier TDO et je remercie du coup les organisateurs du THS de nous avoir accueillis. Alors aujourd'hui, cet après-midi, nous allons parler de pratiques en médecine de ville. Donc sur cette table, il y a beaucoup de médecins généralistes. Mais je vais présenter tout le monde. Alors, nous avons Julien Cabé, médecin psychiatre hospitalier à Clermont-Ferrand, qui va nous parler d'innovation et entre autres de buprenorphine à libération prolongée. Est-ce que cela va être possible en médecine de ville ? Ensuite, nous écouterons Xavier Aknin, qui est médecin généraliste à Paris et addictologue dans un XAPA à Paris, et qui est animateur et référent du groupe MG Addiction de la Fédération Addiction. Ensuite, nous avons Antoine Cana, qui est médecin généraliste, qui travaille à Lille, qui est addictologue dans un XAPA, et qui a plusieurs fonctions. Une autre fonction est celle d'animer et de coordonner un réseau de médecins généralistes sur l'île, et il a également une activité libérale en sexologie. Et enfin, Dominique Lamy, qui est voisin belge, au nord de Maubeuge, à Mont, c'est ça ? Ouais. Qui est médecin généraliste et qui, lui, est président d'un réseau de premier recours où on fait de la formation, on fait du soutien, de l'accompagnement d'acteurs de premier recours. Voilà. Donc, Julia, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, vous avez chacun 20 minutes et à la fin, on prendra toutes les questions à la fin. Parfait. Je me mets un petit chronomètre aussi, comme ça. Ah, d'accord, parfait. Wow, qu'est-ce qui est organisé ? Merci beaucoup pour l'invitation à parler dans cette session. Donc effectivement, l'idée aujourd'hui, c'était de vous proposer à la fois un aspect sur l'innovation et la diversification des approches thérapeutiques dans le trouble d'usage des opioïdes, parce qu'il y a de nouvelles galéniques qui sont en train de se développer dans le monde aujourd'hui, et surtout que va se poser la question de l'enjeu de cette extension de la BAP, qui pour l'instant est uniquement hospitalière, à la médecine de ville, et notamment auprès des médecins généralistes, qui sont les premiers prescripteurs de très très loin de TAO en ville. Voilà, donc mes liens d'intérêt, notamment pour de l'hospitalité et des formations. Alors, quels enjeux et quelles attentes initiales pour la BAP en France ? On revient un tout petit peu quand même à ce qui existe aujourd'hui et qui a été déjà une révolution à partir des années 90 avec l'arrivée des TAO qu'on connaît bien, la méthadone et la buprenorphine avec ou sans naloxone, qui a clairement révolutionné la prise en soins des patients à l'époque, qui les a sauvés, tout simplement, puisqu'avant ça, il y avait quand même un nombre de décès très important. Ça a favorisé l'accès aux soins, et aujourd'hui, on sait qu'en France, on fait partie des pays où l'accès est le meilleur en Europe. Et ça a surtout permis de réduire fortement la mortalité, la morbidité et les dommages sociaux. Donc, beaucoup d'objectifs, finalement, qui sont remplis avec ces TAO, qui étaient déjà remplis, pardon. Mais quand même quelques limites qui impactaient encore la vie de nos patients. Alors j'en ai résumé quelques-unes. Une stigmatisation qui persiste, avec vraiment un stigma qui porte non seulement sur le patient, mais aujourd'hui aussi sur le traitement en lui-même. On a toute une partie quand même de la société qui stigmatise le fait d'être en traitement. C'est quand même assez paradoxal. On a aussi un retard d'entrée dans les soins. Il faut à peu près 14 ans entre le début des usages et l'entrée dans un soin addictologique adapté, ce qui n'est pas tout à fait pour le coup adapté. Et puis plusieurs questions qui n'étaient pas tout à fait résolues avec ces traitements, une modalité optimale du traitement qui n'était pas toujours facile à atteindre, avec une biodisponibilité des TAO quotidien qui est assez faible. Et c'est d'autant plus le cas quand les prises ne sont pas adaptées. Donc on rappelle, ou sublingual assez prolongé ou orodispersible aujourd'hui. Avec aussi les questions d'oubli, de mauvaise modalité de prise. Nos patients ont des troubles du cycle nectéméral qui sont assez importants, donc ils ont des horaires de prise très variables. Un aspect de sécurité et d'accessibilité aussi qui est questionné, avec une utilisation cliniquement inappropriée qui reste fréquente, notamment le mésusage. Un trafic par le marché noir avec de la vol, de la revente et puis de l'initiation en rue qui est fait de manière du coup non médicalisée. Et puis la présence pour beaucoup de patients qui est problématique de traitement opioïde au domicile avec le risque pour l'entourage.
D'autres éléments sur la qualité de vie, on est sur des prises quotidiennes avec une fluctuation de la concentration plasmatique au cours de la journée et donc des difficultés pour se partir dans sa journée le matin ou pour gérer sa fin de journée. On a aussi des symptômes, voilà, c'est ce que j'ai dit, et puis tous les aspects autour des déplacements et des voyages qui sont quand même extrêmement compliqués quand on a un TAO aujourd'hui. Et dernier élément, bien sûr, de représentation et de stigmatisation, donc arriver à déstigmatiser ces traitements, aller vers une approche plutôt centrée sur la rémission et le rétablissement que sur l'usage ou le non-usage de traitements agonistes opioïdes. Alors, nouveau paradigme actuellement, les formes à libération, enfin à action prolongée, pardon, qui sont, vous le savez, de la format mensuelle ou hebdomadaire aujourd'hui. Et la question de savoir si c'est vraiment une véritable révolution ou plutôt un gadget. Donc pour rappel, aujourd'hui en France, on a une seule molécule qui existe, que d'ailleurs je n'ai pas citée, donc c'est une buprenorphine d'action prolongée hebdomadaire ou mensuelle, avec une injection subcutanéenne exclusivement dans le bras, l'abdomen, la cuisse ou la fesse. C'est un usage professionnel, ce qui veut dire que le patient n'a jamais accès au médicament en lui-même. Et donc aujourd'hui, on est malheureusement sur une prescription qui est uniquement, et une administration qui est uniquement hospitalière ou en XAPA. Qu'est-ce que ça apporte par rapport aux prises quotidiennes? Vous le voyez sur la courbe en haut à droite, quand on compare les concentrations plasmatiques de prises quotidiennes et de prises hebdomadaires, eh bien on voit qu'on supprime complètement cet aspect de fluctuation de concentration en cours de journée qui induisait des fluctuations cliniques. Et si on compare la forme mensuelle à la forme hebdomadaire, eh bien on lisse encore plus ce phénomène avec une libération vraiment continue au cours du mois. Et en fait, plus qu'un mois, puisque vous voyez que la courbe ne s'effondre pas à 28 jours, elle persiste encore dans le temps. Donc l'apport continue, beaucoup moins de variations en tout cas sur les courbes de concentration, on verra si les patients sont d'accord. En termes d'efficacité, on a la même efficacité, que ce soit sur les symptômes de sevrage ou sur le craving, entre les formes quotidiennes et les formes à libération prolongée. Donc ça, c'est quand même très rassurant. Et puis, très récemment, 2023, maintenant, si ça date un peu quand même, une méta-analyse, une étude réalisée par Marsden et collaborateurs au Royaume-Uni, qui a comparé la BAP à la buprenorphine quotidienne et a retrouvé qu'il y avait une meilleure efficacité pour maintenir l'abstinence aux opioïdes. Donc à droite, vous avez, dès que c'est rouge, il y a un usage d'opioïdes. On voit qu'il y a moins d'usage et puis on a aussi moins de perdu de vue. On a une sécurité d'utilisation qui est comparable entre les deux types de molécules et un coût efficacité qui est supérieur pour les patients qui sont notamment les plus sévères avec un traitement en place depuis plus de 28 jours. Donc beaucoup d'indicateurs rassurants de la part aujourd'hui de la littérature scientifique. Alors, je vais vous présenter le retour des patients, parce qu'en réalité, c'est ça qui nous intéresse peut-être le plus, c'est ce qu'en pensent les patients. Et donc, je vous propose une analyse des données des 32 premiers patients qu'on a inclus à Clermont-Ferrand à partir de 2022 en vie réelle, du coup. Alors, nos patients, ils ressemblent aux patients classiques, un âge moyen de 43 ans, c'est à peu près ce que tout le monde dit quand on parle de cette population. Une majorité d'hommes, 81% d'hommes pour 19% de femmes. 60% étaient en couple, 50% avaient des enfants. 6% n'avaient pas de domicile fixe et 34% bénéficiaient de la CMU. Donc on a quand même un profil un peu hétérogène sur ce plan-là. Et on a retrouvé 40% de comorbidité physique, que je n'ai pas détaillé dans cette présentation, et vous le verrez autour de 70% de comorbidité psychiatrique dans notre population. Majoritairement, très majoritairement, c'était des patients suivis depuis plus de 5 ans, probablement parce que c'est ceux à qui on l'a proposé en premier, ceux qui en avaient déjà entendu parler aussi, donc ceux qui nous l'ont demandé en premier. Alors en termes de comorbidité psychiatrique, 70%, je vous l'ai dit, qui sont touchés, notamment majoritairement des aspects de dépression, de troubles anxieux, mais aussi de troubles du spectre de la schizophrénie. Et on a après, de manière plus réduite, mais ce qui correspond aussi à la population générale, les autres troubles psychiatriques. Sur le plan des co-consommations, énormément de fumeurs dans notre échantillon. 94% sont fumeurs quotidiens, 60% utilisaient du cannabis régulièrement, 50% de la cocaïne, 34% de l'alcool. Et on voit on verra plutôt que ça n'a pas particulièrement modifié d'ailleurs ces usages-là. Quel était leur profil de prise pour ces patients des traitements? 63% a indiqué oublier régulièrement de certaines prises. 41% ont décrit un fractionnement, ce qui nous a beaucoup surpris parce qu'on pensait que nos patients, les choses étaient bien claires avec eux, que tout était nickel, qu'ils faisaient exactement ce qu'on avait convenu ensemble depuis des années. Pas du tout. En fait, ils fractionnaient pour plein de bonnes raisons d'ailleurs. Et ça nous a permis de bien réinterroger ces questions-là. Des horaires de prise variables pour 31% d'entre eux, ce que je vous disais par rapport au rythme veille-sommeil qui est souvent assez altéré. Et puis là aussi, nouvelle surprise, on se pensait très bon addictologue, mais en fait 16% d'entre eux sniffaient encore leur traitement, 9% l'injectaient et 6% le surconsommaient. Donc finalement, pour certains on était au courant, pour d'autres pas vraiment. Donc ça nous a vraiment permis de reposer ces questions de manière extrêmement intéressante. Les doses moyennes, c'est pas très intéressant, on est à peu près dans la norme à 12-16 mg, donc on était dans des posologies qui étaient assez stables.
Donc première question qu'on s'est posée, c'est au bout de combien de temps nos patients, on arrêtera de modifier les doses d'injection. Et bien vous voyez, en fait, quand on regarde cette figure, 63% des patients ont été stabilisés, ont été à posologie stable dès la première injection. Ça veut dire qu'en suivant les tableaux de correspondance, merci, de posologie, pour plus de la moitié des patients, on a une stabilité dès la première injection, donc à J0. Si on regarde à partir de la deuxième injection, on tombe à 82%. 82% n'ont plus de modification dès le premier mois, donc dès la deuxième injection. Et 91% sont stables dès la troisième injection. Pour les autres, on est sur des profils, vous voyez, il n'en reste plus beaucoup, de personnes qui ont voulu notamment réduire d'emblée. Alors ça, c'était pas la bonne idée. Ils se sont dit, oh, je vais en prendre moins d'un coup. Eh ben non, on va voir qu'en fait, il vaut mieux plutôt avoir la bonne posologie d'emblée. Et puis, on a des personnes qui ont aussi eu des petits soucis dans leur fonctionnement au quotidien. Taux de rétention, pardon, c'est combien de patients sont toujours là au bout de 6 mois avec le traitement, 84%. Les 2 patients qui ne sont plus là au bout de 6 mois, un a été expulsé de France parce qu'il était en situation irrégulière, un autre a été incarcéré, ça c'est un des miens en plus, et l'hôpital n'avait pas le Buvidal, donc ils l'ont repassé en forme quotidienne, donc c'est pour ça qu'on l'a fait disparaître, il a disparu de notre échantillon. Sur le plan des consommations, on a à la fois à gauche du déclaratif et à droite des screenings urinaires qui ont été réalisés entre 3 et 6 mois. On voit alors apparaître un artefact que je garde pour le maintenir en tête, mais c'est un artefact à gauche. Il n'y a pas eu de reconsommation, en tout cas, d'opioïdes pour les patients chez qui on a eu le retour. On voit par contre que les fumeurs, ils fument toujours, ça n'a absolument rien changé. Pour la cocaïne, c'est pareil, on n'a pas vraiment une efficacité importante. Alors après, on a un tout petit échantillon. Le professeur Orayacon m'a montré avec la cohorte OBAP qu'en réalité, lui, il avait trouvé déjà un effet éventuellement sur d'autres substances, alors probablement pas direct, plutôt indirect par rapport au confort quotidien qu'un effet direct du traitement. Donc le constat, un traitement qui est simple à utiliser, vraiment très simple, avec une stabilisation rapide, qui est efficace à la fois sur les symptômes et sur la rechute. Et donc, on a une satisfaction, je n'ai pas mis parce que c'est une étude qualitative et qu'on est limité à 20 minutes, mais il y a une satisfaction extrêmement élevée des patients. Ils le recommandent très franchement à leurs collègues au sein du service. On a une amélioration aussi de la qualité de vie, notamment sur les facteurs de liberté, de prise de recul vis-à-vis de la maladie. Ils se sentent moins engoncés dans ce tableau de malades qu'on leur colle. Il y a un accès facilité aux démarches de rétablissement parce qu'ils se lèvent plus facilement le matin. Ils peuvent commencer la journée sans attendre la demi-heure que leur traitement quotidien fasse effet. Et donc, c'est là où on a commencé à se dire, c'est bien mignon tout ça, mais nous, on ne va pas accueillir 180 000 patients en XAPA. Il va bien falloir qu'on corresponde à la réalité du terrain. Une prescription qui est souvent majoritairement en ville faite par les médecins généralistes. Et il faut aussi travailler à une continuité, une proximité des soins pour déstigmatiser à nouveau cet aspect. Et donc, je vais vous présenter, et je serai, je pense, du coup, largement dans le timing, c'est très bien, les perspectives avec 2 travaux qu'on a réalisés avec le docteur Nicolas Cabé, qui est aussi dans la salle. Donc, quelle perspective déjà pour nous? C'est une amélioration de l'accès global. Je fais un peu la pub, mais on ne sait pas. L'amélioration globale de cet accès au BAP. Aujourd'hui, on a vu ça aussi hier, on n'a que 600 patients qui sont sous BAP en France en 2023, 150 en milieu carcéral. Sur 180 000, c'est absolument ridicule. Il y a des pays qui sont beaucoup plus actifs là-dedans, mais ils en avaient beaucoup plus besoin probablement aussi, puisqu'ils avaient une couverture qui était plus faible. Donc vraiment, l'idée de pouvoir améliorer cet accès à la fois au BAP et aux soins addictologiques du trouble d'usage des opioïdes, puisqu'il faut aussi associer à l'injection tout l'accompagnement qu'on propose d'habitude aux patients avec un TUO. Donc un financement, un accès harmonisé, ça on n'y peut pas grand-chose. Et puis vu le bazar en ce moment, je ne suis pas sûr qu'on ait des réponses, mais en tout cas, il faut y travailler. Développer aussi des approches centrées sur le rétablissement. C'est vraiment moi le message que mes infirmiers me transmettent, que les patients me transmettent. On arrête de se concentrer uniquement sur ces aspects d'observance et on peut vraiment parler de tout le reste. Et donc la consultation d'une demi-heure où on passait un certain temps quand même à demander les prises, tac-tac, le matin, est-ce que ça va, est-ce qu'on monte, est-ce qu'on baisse, c'est fini. On n'en parle plus de ça, on parle du reste. Et c'est beaucoup plus intéressant. Diversifier le public cible. Alors on a aujourd'hui de plus en plus forcément de patients sous méthadone qui commencent à voir que les copains, ça se passe bien. Et donc ils ont envie aussi d'essayer. Donc il y a des protocoles, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais de switch qui peuvent permettre aux patients qui le souhaitent de passer sur ce type de galénique. La question de la douleur aussi qui se pose, puisqu'à la fois il y a comment on gère la douleur quand il y a de la BAP, mais il y a à l'inverse comment on peut utiliser la BAP pour gérer la douleur. Alors c'est pas mon champ, mais il y a des études qui sont en cours aujourd'hui. Et puis bien sûr, et ça c'est un peu notre cheval de bataille aujourd'hui, d'élargir les lieux de prescription et de délivrance en médecine de ville, pourquoi pas en pharmacie d'officine. C'est le cas dans certains pays, Royaume-Uni, Australie et Canada. En France, on a quand même un champ réglementaire qui est un petit peu contraignant pour l'instant. Donc comme je vous le disais, 2 études, on a demandé aux patients. Alors moi j'ai demandé à tous mes premiers patients justement inclus ce qu'ils en pensaient de ce passage en médecine de ville éventuel.
Et donc, c'est une étude qu'on a menée de manière systématique en juin et août 2024 auprès de tous les patients. On a pu récupérer 25 répondeurs dans notre échantillon. Globalement, ils y sont quand même majoritairement favorables à cette prescription par le médecin généraliste. 72% considèrent que c'est une bonne idée. Et c'est d'ailleurs le premier choix pour un tiers d'entre eux, 31% de l'échantillon, alors que pour le coup, c'était quand même majoritairement des patients suivis à l'hôpital dans cet échantillon-là. Ils sont très majoritairement d'accord pour que ce soit renouvelé par le médecin généraliste, 68%. 52% sont aussi OK pour de l'initiation. Alors leur crainte majeure, c'est souvent que la formation soit pas suffisante peut-être pour le praticien, qu'il ne soit pas à l'aise avec ça. C'est aussi d'ailleurs, on va le voir, la crainte des médecins généralistes. Et par contre, pour les aspects de modification importante de posologie ou d'arrêt, là, il y a quand même plutôt une préférence pour un retour à une consultation addictologique, mais quand même 32% sont en confiance pour le faire avec leur médecin généraliste. Les avantages qu'on a retrouvés, c'est l'avantage de proximité, à la fois géographique, mais aussi de la proximité en termes de rapport, de relations qu'on peut avoir. C'est aussi, je ne l'ai pas mis d'ailleurs, ressorti comme un inconvénient, puisque souvent le médecin généraliste, il voit un peu toute la famille. Donc pour certains, c'est aussi une limite éventuelle. Il y a une facilité d'accès, c'est vrai qu'il n'y a pas, on n'a pas les horaires peut-être contraints qu'on a parfois en XAPA, et les aspects de soutien au quotidien, soutien beaucoup plus régulier que ce qu'on peut avoir peut-être aussi des fois en milieu hospitalier. Pour l'administration, là aussi, ils sont majoritairement favorables, 64% pour que ce soit le médecin directement qui fasse cette injection, qui réalise cette injection. Premier choix pour 18% de l'échantillon. Alors, je vous spoil, mais ils ont quand même favorisé l'addictologue, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'injecte jamais rien, mais et les infirmières, qu'elles soient hospitalières en XAPA ou libérales. Bon, ils nous font beaucoup confiance, je ne sais pas pourquoi, c'est sûrement très, très inadapté, mais bon. Donc ça, c'est une étude qui est en cours de publication, on l'aura sûrement d'ici la fin de l'année. Et deuxième étude, on a aussi interrogé du coup les médecins généralistes. Donc là, c'est une étude qui a été menée en Normandie auprès d'un panel, vous voyez, de 102 répondeurs, à la fois du niveau interne à médecins généralistes. Je crois qu'on est très expérimenté, plus de 40 ans de pratique pour les plus âgés. Un âge moyen de 42 ans. Et donc 52% de femmes dans le panel. Vous voyez, donc on a quand même une majorité, c'est tout petit, donc une majorité de médecins généralistes installés, on a des remplaçants, et on a aussi un petit panel d'internes qui a pu répondre. Sur la localisation, on est sur quelque chose d'assez classique, moitié rue urbain et un bon tiers de semi-rural et un peu de rural sur le dernier quart. Et donc on a une pratique qui est quand même majoritairement dans cet échantillon en libéral, donc plutôt libéral, pardon, en MSP, en cabinet seul, et quelques-uns ont une activité salariée. Alors, je ne vous explique même pas ce qu'on a fait, c'est quand même pas très bien. Donc, globalement, on a fait une première partie d'enquête où on a fait un petit peu les aspects de représentation sur justement les TAO dans leur pratique actuelle. Donc, quelle était un peu leur pratique, quelles étaient leurs représentations, et puis quel niveau de compétence ils se sentaient par rapport à cette pratique. Puis, on a fait une formation extrêmement courte, c'est même pas une formation, un petit encart informatif sur le Buvidal, puisque c'est la seule molécule qui est disponible aujourd'hui, en expliquant rapidement comment ça fonctionnait et quelles étaient les données scientifiques aujourd'hui. Et ensuite, on a repris ces éléments-là pour pouvoir évaluer si ça modifie un petit peu leur représentation et leur confiance ou pas dans ce traitement. Donc on ne les a pas mis parce que ça a été présenté le premier jour du congrès, ces données-là, mais on pourra en discuter éventuellement si vous voulez. En tout cas, ce qu'on a pu voir, c'est qu'en termes d'accord pour prescrire ce traitement, eh bien, les médecins généralistes sont plutôt partants, puisqu'en fait, quand on compile les complètement et assez d'accord, 71% d'entre eux étaient d'accord pour prescrire ce type de TAO, en tout cas ce type de galénique. Et si on regardait les aspects pour l'aspect d'administration, 54% d'entre eux étaient plutôt favorables à cela. Voilà, les autres indicateurs qu'on avait mis en place étaient aussi plutôt intéressant. Par contre, certains enjeux étaient quand même bien présents. Il y a vraiment l'enjeu de formation et de partage d'expérience. Ça s'est ressorti énormément, avec une impression quand même de formation insuffisante dans ce domaine, notamment pour les parties d'initiation et de modification à arrêt du traitement. Il y a beaucoup de la notion aussi d'organisation d'un parcours de soins simple qui est ressorti dans le processus. L'idée, c'est pas que ça surcharge les médecins qui doivent s'en occuper, c'est que ça n'embête pas non plus les patients. L'idée d'un travail en réseau avec la capacité peut-être à renforcer les liens qui sont un petit peu quand même moins importants maintenant entre les services d'addictologie, l'EXAPA, le milieu pénitentiaire et la médecine de ville. La poursuite du suivi addictologique qui était quand même préconisée pour eux dans une majorité des cas. Et puis il y a aussi bien sûr la question du cadre réglementaire, puisqu'aujourd'hui tout cela n'est pas possible. Donc il y a un travail à faire sur ces aspects-là. Et donc une réflexion qui serait probablement à faire sur le parcours et du patient et du médicament. Voilà, je vous remercie et donc à la fin, je serai disponible pour toutes les questions.
19 minutes. Très bien pour le timing. Bon, on prend les questions, à moins qu'il y ait quelque chose à éclairer tout de suite. Oui. Dans vos patients, vous dites que les proportions prenaient de la suboxone, pas de la buprenorphine, c'est de la voile avant, les proportions prenaient de la méthadone, il y a plein. Sur les 32, on en avait. Alors, on a regroupé les buprenorphines. Globalement, sur les 32, on en avait deux méthadones à ce moment-là, et les 30 autres étaient en buprenorphine. Et les deux méthadones étaient déjà des dosages faibles. Alors, il s'est trouvé que là, oui, de mémoire, on avait un patient à 40, un patient à 30 milligrammes. Donc là, on a fait un calcul d'équivalence en dose équivalente buprenorphine avec des calculs savants, et on a pu leur proposer un switch. Alors, à faible dose, c'était assez facile parce qu'on est en fait allé sur les doses les plus faibles. Les deux, on est passé par une phase d'hebdomadaire, ce qui n'a pas été le cas pour la majorité des autres. On a commencé direct au mensuel. Oui, c'est ça. Sans switch oral. Voilà, sans switch oral. On a fait un arrêt et un switch rapide. Pour des doses plus fortes de méthadone, évidemment, il faut penser à d'autres techniques, le bridging, le microdosing. Il y a plein de techniques aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui pour les patients qu'on inclut de méthadone. C'est que là, on a des patients à plus de 100, plus de 150 qui commencent à nous dire qu'ils veulent le faire. Il n'y en avait pas qui n'étaient pas cités. On fera les questions après, si vous voulez bien. Oui, c'est jusqu'à non, il n'y en avait aucun qui n'était pas sous TAO déjà. Ce qui est le cas pour beaucoup d'études aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est cette population-là qu'on accueille. Mais on ne s'interdit pas de le faire. Alors Xavier. Je t'arrête. Alors, donc à quelle heure? Non, mais je fais... C'est une vieille histoire, tu sais. Non, j'ai fait comme si. Non, mais tu veux qu'on te dise où tu regardes? Non, je te dirai, oui. On le connaît tellement bien que... Non, mais c'est bon, on a 20 minutes, c'est ça? On a largement le temps. Alors, merci. Il a changé. Merci Sacha. Donc dans la suite de ce qu'a présenté Julien, je vais vous parler justement de douleur et de TSO. Donc la question de la douleur a été évoquée par Julien. Et c'est une situation qu'on a quand même assez souvent à gérer en médecine de ville. Donc je vais vous rappeler quand même les règles pharmacologiques et puis quelques données physiopathologiques. Et puis pour être concret, j'illustrerai le propos à la fin par une situation clinique, mais rapidement présentée pour qu'on soit dans les temps. Donc sur la douleur, il faut rappeler que c'est ce qui en fait d'ailleurs la complexité, c'est qu'on a affaire à un processus multimodal avec plusieurs niveaux d'action. Vous le savez, il y a 3 niveaux de contrôle. Hein. Il y a le contrôle médulaire. La morphine d'ailleurs agit au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière. Le tronc cérébral avec les voies descendantes inhibitrices et le thalamus qui est le centre de tri de la douleur. Et le principe en fait, c'est que les structures cérébrales supérieures contrôlent les structures sous-jacentes, comme on peut le voir aussi entre l'hypophyse et la thyroïde. Et la douleur survient, ça c'est quelque chose d'important, quand il y a rupture d'équilibre en faveur soit des messages excitateurs, soit par excès de nociception, soit par déficit des contrôles inhibiteurs, soit les deux. Donc ce qui est important, vous le savez, c'est l'évaluation de la douleur. Et l'évaluation, donc, elle doit être globale, donc ça prend du temps. Et en fait, il faut évaluer tous les paramètres. Donc c'est synthétisé avec le sigle TIL-TEST, c'est-à-dire qu'il faut caractériser la douleur, donc le type de douleur, est-ce que c'est une brûlure, est-ce que c'est une douleur qui arrive comme ça en coup de poignard, est-ce que c'est une douleur lancinante, donc le type de la douleur est très important à préciser, l'intensité de la douleur, donc ça vous le savez, faible, modéré, sévère, la localisation, la temporalité, c'est un peu très important, est-ce que c'est une douleur qui a un horaire, ou est-ce que ça n'a pas d'horaire, comme on le sait, ça se produit dans la douleur neuropathique. Et l'évaluation, ce qui est très important, c'est qu'elle doit être globale. Il ne suffit pas de montrer une échelle comme ça à un patient et de lui dire de 1 à 10 où est-ce que vous vous situez. Elle doit être globale, prendre en compte les répercussions sur le quotidien. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a évidemment la surveillance des traitements, l'efficacité, les effets indésirables. Tout ça, ça intervient dans l'évaluation de la douleur, qui est quand même la clé par rapport à la thérapeutique ensuite.
Donc on va voir maintenant donc, au niveau thérapeutique donc, comment on peut procéder pour le traitement antalgique opioïde de la douleur, donc de la douleur aiguë pour des personnes qui sont sous TSO. Donc, si on reprend l'échelle verbale simple de la douleur, donc faible, modérée, forte et très forte, il y a également l'échelle numérique de 1 à 10. En pratique, si on a affaire, enfin, si le patient déclare une douleur d'intensité faible, donc dans ces cas-là, c'est assez simple, on maintient le TSO, que ce soit la buprenorphine au dosage ou la méthadone, et on peut prescrire un antalgique non opioïde, type paracétamol, ou ANS, et donc on ne modifie rien du côté de la substitution. Bon, ensuite, les choses se compliquent parce que si on a affaire à une douleur modérée, donc là, il est recommandé de proposer un fractionnement donc de la dose quotidienne de méthadone ou de buprenorphine, donc un fractionnement en 3 ou 4 prises, pour pouvoir anticiper l'arrivée de la douleur, et éventuellement en majorant. C'est pas obligé, mais on peut ressentir le besoin de majorer tout de suite. Et on peut à ce niveau-là y associer également un antalgique non opioïde, de type paracétamol ou anti-inflammateur non stéroïdien. Et là, ce qui est important, c'est de l'associer à chaque prise, parce que la douleur, elle peut se répéter comme ça par intervalle de 3-4 heures. Donc, pour ce qui concerne la douleur sévère, c'est là où on va avoir donc, une adaptation importante de la thérapeutique. Donc, voyons d'abord le cas des patients sous méthadone. Donc là, le principe, c'est qu'on maintient la méthadone comme traitement de substitution de base, et soit on va majorer, parce que vous savez que la méthadone a une bonne action antalgique, donc soit on va majorer la dose totale de méthadone de 30 à 50% en fractionnant les prises en 3 à 4 prises par jour, soit on maintient la dose de méthadone, mais on ajoute de la morphine à libération immédiate, de l'actiskénan par exemple, en ayant en tête, ça c'est important, qu'il faut éviter l'association oxycodone-méthadone, parce qu'il y a le problème du cytochrome P450, avec interaction possible, donc il vaut mieux éviter. Et on utilise donc là les mêmes règles d'évaluation de la douleur que celles utilisées pour une douleur aiguë chez un patient non substitué. Et par exemple, vous voyez, si vous avez un patient qui a 60 mg de méthadone, ça équivaut, vous le savez, en fait, à 120 mg d'équivalent morphine orale, selon l'application Opioconvert. Donc là, ça signifie que si on veut ajouter de l'actiskénan, on pourra prendre par exemple 1/6 de l'EMO qui correspond à 20 mg, et donc 1/6 des 120 mg, et on pourra, si c'est nécessaire, répéter ça 6 fois par jour. Voilà, donc ça c'est dans le cas où on ajoute de l'actiskénan. Si on est dans le cas d'un patient sous buprenorphine, donc là c'est un petit peu plus compliqué, parce que vous le savez, la buprenorphine c'est un agoniste partiel et un antagoniste. Donc là on ne va pas pouvoir ajouter de morphine comme ça, sinon on va avoir le problème de l'antagoniste. Donc en fait là il faut arrêter la buprenorphine et débuter un traitement par un agoniste complet. Mais il faut un délai, c'est important, de 8 à 12 heures, parce qu'il y a une forte fixation, la buprenorphine, sur les récepteurs opioïdes, donc il ne faut pas le faire trop vite. Donc 8 à 12 heures, 12 heures c'est pas mal comme ça pour être à l'abri. Et puis on va équilibrer progressivement la dose d'opioïdes agonistes par titration, comme on le fait pour un patient non substitué. Alors, voyons le cas des douleurs post-opératoires. Donc là, c'est quelque chose d'important parce que l'évaluation n'est pas forcément difficile. Il y a le stress lié à l'intervention. Donc, c'est important de faire une bonne évaluation, y compris en utilisant les entretiens motivationnels, pour un peu voir comment la personne vit la douleur, compte tenu qu'elle a déjà un TSO. Et il faut pouvoir reconnaître à ce moment-là les besoins en opioïdes, qui sont souvent plus importants que pour un patient qui n'a pas de TSO. Parce que vous savez, ça a été démontré, le seuil de la douleur, contrairement à ce que la majorité, à ce que les représentations dominantes pourraient laisser penser, le patient qui est sous TSO est beaucoup plus sensible à la douleur qu'un patient qui n'a pas de TSO. Ça, c'est du fait de l'action chronique sur les récepteurs opioïdes. Et donc, quoi qu'en pense la majorité silencieuse et dominante dans le pays, et d'ailleurs qui peut avoir une influence sur nous, il y a des besoins en opiacés qui sont plus importants.
Donc le point aussi important, donc finalement pour la douleur post-opératoire, on procède de la même façon, hein, en fonction d'une douleur faible, modérée ou sévère. Donc on applique les règles que j'ai indiquées tout à l'heure. Et il y a le cas particulier quand même de la chirurgie à risque de douleur aiguë. Donc là, c'est intéressant de l'anticiper, ou également de chronicisation d'une douleur qui était aiguë au départ. Donc là, mais là, c'est à discuter avec les anesthésistes. C'est intéressant d'associer la kétamine, donc en lien avec l'anesthésiste, parce que donc comme co-antalgique, mais surtout parce que la kétamine, en fait, réduit l'hyperalgésie induite par les opiacés. Il n'y a pas beaucoup de molécules qui font ça. Et donc, en cela, c'est une molécule intéressante. Bon, souvent, c'est prescrit par injection. Et donc, ça veut dire que ça nécessite une coopération, une concertation avec l'anesthésiste en préopératoire. Alors, de manière générale, l'articulation, et je trouve que ce n'est pas suffisamment fait, avec l'équipe du centre d'évaluation et traitement de la douleur est très importante parce qu'on a des situations quand même de douleur aiguë, de patients sous TSO où en fait on n'y arrive pas, on a vraiment l'impression d'être dépassé. Donc là, c'est quand même leur boulot, ils font ça tous les jours. Donc on devrait, alors je sais bien que le lien est difficile parce que c'est pas la même culture, mais on devrait quand même les solliciter plus. Il y a des situations de douleur chronique aussi. Moi, je vous en présenter une tout à l'heure, on est dans le dérapage complet de patients sous TSO et on a besoin de leur expérience, y compris d'une hospitalisation par exemple pour programmer une mise sous kétamine. Donc je crois qu'on a vraiment tout à gagner à pouvoir faire des réévaluations conjointes entre l'anesthésiste, le médecin dictologue du XAPA ou le médecin de ville. Tout dépend qui coordonne la prise en charge. Alors, un mot, parce qu'évidemment, on ne peut pas parler du sujet sans parler de prévention des surdoses opiacées, puisque le risque est présent à tout moment. Donc, vous le savez, on a en France donc, la possibilité de prescrire naloxone prêt à l'emploi. Donc, il y a le Ventizolve, donc, en pulvérisation nasale unidose, qui n'est pas encore remboursé, mais qui est disponible, ou le Nixoïde. Donc ce n'est pas les mêmes dosages, on peut utiliser l'un ou l'autre, en sachant que Ventizolve et Prénoxade, on va en parler tout à l'heure, l'injection sont disponibles sans ordonnance, mais le Nixoïde nécessite une prescription pour pouvoir être délivré. Et le Prénoxade, que vous connaissez bien, donc en solution injectable, en intramusculaire, en seringue pré-remplie, qui là également fait partie de la panoplie. Donc ça veut dire informer tous les patients. Déjà, on devrait le faire pour tout patient sous TSO, mais a fortiori pour des patients sous TSO qui bénéficient en plus d'un traitement antalgique par agoniste morphinique de courte durée d'action, il faut encore plus en parler et puis l'évoquer, notamment avec l'entourage. Alors, j'en viens maintenant, je crois qu'on a encore quelques minutes. On peut le rapidement, parce que je ne peux pas vous présenter tout le détail, mais... Au moins 10 minutes. Comment ? Au moins 10 minutes. Oui, parfait, donc je n'ai pas besoin de tout ça. Alors, c'est une patiente de 42 ans que je suis en fait depuis 2022 au cabinet à Paris. Donc qui est vraiment une situation complexe, à la fois au plan traumato-oncologique aussi, puisqu'elle a eu une tumeur à cellules géantes du genou, donc avec de multiples chirurgies, et depuis déjà 2003, avec des curetages, des autogreffes osseuses, ostéosynthèse, etc., avec une récidive en 2006, donc a conduit aussi à d'autres interventions, et notamment la mise en place d'une prothèse totale de genou. Et puis la pauvre, elle a fait en plus, après en 2013, une fracture du fémur. Alors ça, a priori, ce n'était pas une récidive, mais c'est parce qu'elle est fragilisée comme au niveau osseux. Et donc, elle a eu droit, je ne la suivais pas à ce moment-là, mais elle a eu une ostéosynthèse par clou centromédulaire. Puis après, il y a une rupture du suivi. Et donc, elle a gardé des douleurs comme ça invalidantes du genou et de la jambe gauche, avec donc une marche très limitée, et puis des activités, et puis des limites dans les activités quotidiennes. Qui l'ont empêché de reprendre une activité professionnelle. Plus récemment, elle a été hospitalisée en médecine interne en 2021 pour une septicémie à point de départ dentaire. Donc là, heureusement, le bilan TDM n'a pas montré de récidive osseuse, mais bon, elle était quand même bien mal en point après. Et au niveau de son mode de vie, donc elle est... alors c'est une femme algérienne qui vit avec son mari et ses deux enfants qui sont adultes maintenant.
Donc à ce moment-là, après l'hospitalisation en médecine interne, il y a eu l'algologue a été consulté et donc il y a eu introduction de l'oxycodone. Bon, j'en parlais tout à l'heure. Donc avec la forme LP de 30 mg en 2 prises par jour, avec des interdoses d'oxycodone rapide toutes les 4 heures, avec l'idée d'une décroissance. Voilà, donc il était prévu de décroître à... Alors il y a eu une décroissance à la forme à 15 mg, et ensuite il était prévu une décroissance avec le médecin traitant, donc c'est devenu moi après, et la programmation d'un suivi au CETD. Et il y a eu un avis psychiatrique qui a conclu un syndrome dépressif chronique, qui était responsable d'ailleurs d'une majoration des douleurs. Donc il y a eu l'introduction de la duloxétine, avec augmentation des doses à 60 mg. Il y avait des insomnies aussi, et donc après chèque de l'azopiclone, la myrtazipine a été introduite. Donc il y a aussi un rendez-vous au CMP du 5e qui était prévu. Voilà. Mais les choses en pratique sont plus compliquées. Parce que, donc moi j'ai commencé à la suivre en 2022 parce qu'en fait cette patiente elle a majoré les prises d'oxycodone 10 mg, donc elle est passée à 6 à 10 comprimés. Elle prenait ensuite pas mal de Seresta et du Xanax dans la journée. Et il y avait des demandes de dépannage fréquentes à la pharmacie. Donc c'est une dame qui habite pas loin du métro Sancier, et la pharmacienne de Sancier qui est très bien, moi que j'ai souvent au téléphone, elle la harcelait régulièrement pour avoir des doses en plus, en invoquant des tas de raisons familiales, etc. Donc moi, quand j'ai repris le suivi, donc j'ai dû faire un recadrage avec la pharmacie, parce que je dis, moi je veux bien vous voir tous les 14 jours, mais c'est pas possible que vous alliez tous les 4 matins à la pharmacie avoir des délivrances. Moi, faut que je puisse contrôler les choses. Donc j'ai expliqué à la patiente que j'allais appeler la pharmacie et lui demander de respecter strictement la délivrance, et de ne pas, comme j'allais la voir tous les 14 jours, de ne pas faire de délivrance entre les 14 jours. J'ai dit, c'est peut-être difficile, mais j'ai dit, sinon, je ne peux pas vous aider, quoi. Donc la patiente a accepté. J'ai vu d'ailleurs son fils qui a des problèmes psychologiques, qui devrait être suivi au CMP, parce qu'il me semble avoir un profil psychotique, mais bon, il n'y a pas réellement de suivi. Sa fille aussi, qui est très fragile psychologiquement. Et puis donc moi, pour le sommeil, j'ai ajouté de la myoncérine, en fait, avec 30 et 60 mg. Finalement, la myrtazipine et du duloxétine ont été arrêtées parce qu'elle ne les prenait pas. Ça marchait pas. Le Téralène aussi d'ailleurs ont été arrêtés. Elle avait essayé plein d'antalgiques, tramadol, lamaline, Acupan. Enfin, je vous lis pas la liste parce qu'elle a quasiment tout essayé, qui marchait pas. Elle a fait de la kiné aussi, de la balnéo, de l'hypnose, mais sans efficacité. Et donc les rendez-vous qui étaient prévus au CETD, au CMP n'ont pas été pris. Et donc il y a eu, moi quand j'ai pris en charge, il y avait une anxiété importante et un grand sentiment de découragement. Donc là, avec une aggravation globale des douleurs, il y a eu une extension des douleurs au rachis, aux épaules, un peu partout. Donc du coup, cette dame-là, elle sortait plus. Elle n'avait plus aucune activité plaisir, parce qu'à part le ménage à la maison, enfin, le ménage qu'elle pouvait faire, elle faisait rien. Et donc l'activité physique qu'elle avait, c'était pas adapté. Souvent, elle faisait trop de ménage parce que elle pouvait pas faire ça. Elle est souvent seule à la maison parce que son mari travaille dans le bâtiment. Donc elle vient au cabinet avec ses enfants, moi, ce qui me permet de parler avec eux, parce qu'elle n'est pas capable de venir seule. Et il y avait un déconditionnement à l'effort. Bon, c'est une dame, en fait, qui a sa mère qui vit en Algérie, mais qui fait pas mal d'allers-retours, et elle est très soucieuse de l'aider. Donc ça représente une charge mentale importante. Moi, quand j'ai pris en charge, son frère, cette patiente, venait de se marier, mais quelques jours après, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle parlait déjà de divorce. Donc voilà, donc des tas de difficultés familiales comme ça qu'elle vivait très mal. Et donc de ce fait, elle se rend plusieurs fois par an en Algérie. Quelquefois, elle héberge sa mère, que j'ai déjà vue d'ailleurs en consultation. Et là, plus récemment, il y a eu quand même une hospitalisation. J'ai pu obtenir ça en 2024 au CETD. Et là, ils ont fait des diagnostics de fibromyalgie. Donc là, l'hyperalgésie induite par les opioïdes dont je parlais tout à l'heure a été effectivement confirmée. Donc le service a effectivement administré une perfusion de kétamine sur 5 jours pour pouvoir réduire les posologies d'oxycodone. Ils ont ajouté des gouttes de Laroxyl, mais malheureusement, il n'y a eu aucun effet de la kétamine et très peu d'effet de Laroxyl. Et donc quand elle est revenue à domicile après, c'était retour à la case départ.
à l'oxycodone. Donc j'ai préconisé quand même qu'elle aille vraiment au CMP du 5e, parce qu'en plus ils sont vraiment très bien. Elle n'arrivait pas à les joindre, donc elle a pu quand même rencontrer l'infirmier sur place en premier, et puis finalement après elle a pu quand même avoir un rendez-vous. Juste après il y a eu aussi un épisode confusionnel dans le cas d'un manque d'oxycodone qui l'a amené quand même aux urgences de Cochin. Donc là elle a pu voir le médecin de l'ELSA, donc ça c'était intéressant, que j'ai eu au téléphone, qui a là aussi, bon, qui n'a pas fait de prescription, mais qui a insisté sur le fait qu'elle aille au CMP. Là elle aurait besoin de changer sa prothèse de genou, donc il faut qu'elle ait un avis orthopédique, mais elle a très peur du risque chirurgical. Voilà, donc vous voyez, situation difficile s'il en est. Donc pour tout ça, pour vous dire en conclusion que la douleur relève effectivement d'un processus multimodal qui nécessite une évaluation précise selon les échelles en vigueur, mais plus que ça, en prenant en compte évidemment le contexte familial et social de la personne, que la douleur aiguë sévère d'une personne sous méthadone requiert une majoration de la posologie ou l'ajout d'un traitement par morphine à libération immédiate, en prise fractionnée. Et vous verrez, si vous l'avez pris au stand de Bouchara, il y a le petit fascicule de Bouchara qui reprend tout ça, qui l'explique bien. Il y a une réévaluation conjointe avec l'anesthésiste et l'équipe du CETD qui peut être nécessaire dans les situations de chirurgie et risque de douleur aiguë, mais y compris s'il y a persistance de douleur chronique chez un patient sous TSO qui pouvait avoir besoin de kétamine, par exemple, même si c'est pas toujours efficace, on l'a vu tout à l'heure. Donc l'articulation, moi je pense que c'est vraiment capital entre le médecin généraliste, le XAPA et le CETD, et je trouve qu'elle n'est pas suffisante, cette articulation. Donc il faut vraiment, on finit quand même par trouver des alcoologues avec qui on peut travailler. Nous-mêmes, au niveau de MG Addiction, on a un alcoologue remarquable qui est à Avignon, qui s'appelle Jean-Luc Vidal, qui est intervenu dans le cadre d'un webinaire qu'on a organisé. Donc on peut quand même trouver des gens très bien avec qui on peut parler. Il y a là, dans ma situation, évidemment, la lourdeur, la coaddiction à l'oxycodone et au benzo aussi, parce que je n'ai pas développé, mais il y avait ce problème-là aussi. Il y a la question essentielle, c'est comme de maintenir le lien avec la patiente et sa famille, parce que si on y va un petit peu trop fort sur les recadrages, le risque c'est qu'elle ne vienne plus. Donc il faut quand même prendre le temps, ne pas précipiter les décisions thérapeutiques. Il y a la place du pharmacien, vous l'avez vu, c'est vraiment essentiel, parce que là, je suis tombé sur une pharmacienne super qui joue le jeu, etc., qui soutient la patiente alors qu'elle n'est pas facile. Parce que quelquefois, c'est pas elle qui vient, c'est son fils qui vient faire pression pour avoir des médicaments, ou sa fille. Bien souvent, elle essaie d'avancer d'un ou deux jours le rendez-vous, c'est pas 14 jours, mais c'est 13 ou 12 jours. Bon, souvent, je concède, mais c'est quand même, vous voyez, de la mobilisation au quotidien, quoi. Et puis, il y a l'intérêt de l'analoxone, mais ça, c'est évident, pour la prévention des surdoses. Voilà, j'ai terminé et je vous remercie de votre attention. Alors oui. Peut-être on voit les questions tout à l'heure, enfin, sauf s'il y a une question. Oui, s'il y a quelque chose, sinon on passe... Ok. On te laisse la parole alors, Antoine. Donc Antoine, tu... Donc j'ai la pression. Oui, non, pas du tout. Non. Alors... Voilà. Donc moi, je vais vous parler d'un sujet hyper sexy et je pense que vous êtes tous venus à cet atelier pour entendre parler de ça. C'est sur la question des pratiques addictives chez les aînés. On a repris le terme des Québécois qui nous semblait moins stigmatisant. Alors, Françoise, tu m'as déjà présenté, mais je n'ai pas de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Je ne suis pas gériatre, c'était bien ce qui démarquait là-dessus. Je n'ai pas forcément une appétence moi-même pour la gérontologie. Mais comment j'en suis arrivé à réfléchir un peu à cette question, c'est qu'en travaillant avec l'association donc, Généralistes et Addiction Hauts-de-France, dans le but de pouvoir faire en sorte que l'ensemble des soins primaires soient plus impliqués dans le soin et la gestion des parcours des usagers, on a été en contact avec des dispositifs de coordination, les DAC et CPTS, qui nous ont fait remonter que de plus en plus, ils avaient des signalements de personnes âgées, donc d'aînés, qui étaient en difficulté avec des substances et qu'ils étaient bien démunis par rapport à ça.
Alors très rapidement, qu'est-ce qu'on entend par aîné, par personne âgée? Déjà, là, il y a un flou dans la définition. Pour l'OMS, on est à plus de 60 ans. Pour PubMed, c'est plus de 65 ans. Et si on pose la question un peu au niveau social, on considère que c'est une fois que les personnes sont à la retraite. Pour autant, il y a vraiment des réalités sociales qui sont très différentes entre différentes personnes. C'est très logique, mais vous imaginez bien qu'il y a une grosse différence entre quelqu'un qui a 20 ans et quelqu'un qui a 60 ans. Pour autant, on aura tendance à mettre dans le même panier quelqu'un qui a 60 ans ou 100 ans, alors qu'il y a quand même des grandes variations entre les deux. Et il y a aussi des différentes réalités sur le plan des modes de vie. Très rapidement, vous avez vu que les femmes vieillissent beaucoup plus souvent seules que les hommes. Et donc, forcément, ça va avoir des répercussions sur les accompagnements. Le vieillissement induit aussi alors, ce n'est pas forcément systématique et chez tout le monde, mais globalement, il y a des modifications neurobiologiques qui se traduisent par une altération progressive des systèmes à dopamine, donc vous savez leur importance dans le circuit de la récompense, sur le système noradrénergique, sur le système sérotoninergique, en fait presque sur tous les systèmes monoamines, et du coup ça provoque pour les aînés une situation où ils sont beaucoup plus vulnérables aux effets pharmacologiques des substances et donc au risque d'effets indésirables. Ce qui nécessite de facto une vigilance renforcée et surtout, et c'est le but de ma présentation, de pouvoir être plus vigilant dans le repérage et l'accompagnement de ces personnes. Il me semble aussi important de rappeler que le vieillissement induit aussi à une diminution de nos capacités sensorielles. Et vous savez que nos sens, on l'a vu avec le professeur Dematteis, c'était très important pour nous guider sur quel est notre vécu émotionnel. Et si on a une altération de notre sensorialité, on a aussi une diminution de la capacité à avoir une lecture émotionnelle. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Le vieillissement, alors je ne vais pas vous faire un grand cours de pharmacologie, mais il implique du coup une modification sur l'ensemble des substances. Ça veut dire que le délai entre le moment où la prise de la substance est faite et où elle est bien absorbée au niveau de l'organisme est augmenté. La durée d'action globale des substances est augmentée aussi, donc un risque de toxicité et des interactions majorées potentiellement associées à ça. D'un point de vue psychologique, il est aussi important de rappeler que la perte progressive ou brutale d'autonomie en fonction des comorbidités, elle va réactiver des schémas d'attachement pour la personne qui est accompagnée, pour les aînés. Et on va retrouver ce que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent bien sur la problématique de l'attachement chez l'enfant. Ça va réactiver un peu les mêmes choses chez les aînés. On va retrouver finalement des similarités dans les comportements associés à ces syndromes d'attachement, où si la personne avait un attachement insécure, on va réactiver un peu les mêmes schémas chez la personne âgée. Vous le savez aussi, et c'est pour ça que j'en rigolais, généralement, ce n'est pas un truc qui est très vendeur. Moi, très, très concrètement, en travaillant sur un centre d'addictologie, je suis quand même très rarement sollicité sur des questions d'addiction chez les aînés. Et ça nous pose une question, pourquoi on ne les voit pas, pourquoi ils viennent pas jusqu'à nous? Et il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées à la représentation. Quand on parle vieillissement, quand on parle aîné, quand on parle personne âgée, on a souvent cette question de la lourdeur, de la perte d'autonomie, du poids. Et je vous ai mis quelques exemples avec des nuages de mots quand on pose la question qu'est-ce que c'est pour vous une personne âgée, ou une de journal qui rappelle bien cette difficulté-là. Alors, il y a aussi une question, c'est d'où le titre de cette présentation, c'est en fait on parle de quoi? Ça représente quoi? Il se trouve qu'en France, on a très peu de données sur l'utilisation de substances chez les aînés. La plupart des données qu'on a, elles viennent du baromètre santé, que sans doute vous connaissez, et la plupart du temps, ces données, elles s'arrêtent à 65 ans. Dommage, on a dit que la définition la plus admise, c'était plus de 65 ans pour la question des aînés. On va avoir que quelques petites études qui vont aller explorer plus tard. Et du coup, en France, on n'a rien de vraiment crédible en termes d'épidémiologie.
Pour autant, on sait que les éléments, les substances qui vont être le plus impliquées chez les aînés, ce sont l'alcool, le tabac, les médicaments qui soient benzo, anxiolytiques, somnifères, etc., ou les antalgiques opioïdes, et les questions des addictions comportementales, au premier rang desquelles les jeux de hasard et d'argent et les achats excessifs. Dans un certain nombre de pays, on commence à voir arriver les aînés qui étaient des usagers de méthadone, par exemple, ou des usagers de cannabis, qui commencent à arriver à l'âge des plus de 65 ans. C'est assez logique. Alors, je vous ai dit, on n'a pas tellement de données françaises. On peut regarder sur des pays dont une part de l'épidémiologie peut être assez similaire à la France. Donc ça, c'est un tableau canadien, mais vous avez vu, je l'ai surligné en rouge, la difficulté, c'est que c'est de 50 ans et plus, donc on n'est pas forcément complètement chez les aînés. Mais on voit qu'il y a quand même des hauts taux de prévalence pour l'alcool, pour les benzodiazépines. Le cannabis, je pense qu'en France, on n'est peut-être pas à un niveau aussi important. Mais on voit aussi qu'il y a des substances illicites qui sont encore assez présentes. Alors, pourquoi on ne voit pas ces problématiques addictives chez nos aînés ? C'est aussi parce qu'on a des difficultés de repérage. Un certain nombre de personnes va venir consulter, mais pour des signes qui seront complètement aspécifiques. Et qui rendent donc le diagnostic délicat. Et ça demande de prendre un certain temps d'évaluation clinique pour pouvoir repérer la problématique addictive. Alors ce tableau, si vous intéresse, il est disponible sur le site Addiction et Vieillissement, qui est un site suisse. Donc les Suisses, les Belges et les Canadiens, beaucoup, sont un peu plus en avance que nous là-dessus. Donc si vous voulez des informations, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site. Mais il y a aussi un obstacle qui est lié aux représentations, aux professionnels, qui va se dire, en fait, un aîné n'a pas de chance de consommer, c'est très peu probable. Ça peut être masqué par d'autres pathologies. Il peut être mal à l'aise dans le fait d'aborder cette question-là avec un aîné. Il n'a pas d'outils adaptés, potentiellement, ou il manque d'informations. Il y a aussi les obstacles liés à la personne. Et on peut associer ça au fait, je vieillis, ou alors, c'est mon dernier plaisir, à une banalisation. Le poids de la stigmatisation, on en a parlé, les personnes qui se disent, je suis un poids pour la société, je reste dans mon coin, je ne veux pas trop parler de ça. La difficulté à évoquer ça. Et la réticence de l'entourage à parler de ça. Et on voit que en fait, ces deux obstacles sont un petit peu, peuvent être maintenus par l'entourage qui peut être lui aussi porteur de représentation. Alors, classiquement, on a des outils de repérage, mais il y en a très peu qui sont spécifiquement dédiés aux aînés. En pratique, on a des outils qui peuvent être utilisés chez les aînés. L'audit, c'est un questionnaire assez connu pour l'alcool. Il y a le SMAST-G, qui est une version courte en 10 items qui permet aussi d'explorer la question de l'alcool chez nos aînés. Donc c'est quelque part le seul outil vraiment robuste pour faire ce repérage-là. Les CAB pour les benzodiazépines et le questionnaire ASSIST, qui est une exploration un peu large de la question des substances chez les aînés. Globalement, l'accompagnement il peut être fait avec nos aînés. Il n'y a pas de raison que ce soit différent que pour des sujets plus jeunes. C'est une approche biopsychosociale, intégrative. Il y a toute sa place pour la question de la réduction des risques et des dommages chez ce public-là, et aussi la question de la pérédance. C'est un petit peu tarte à la crème, mais évidemment, s'il y a des déficits sensoriels, s'il y a des déficits cognitifs, il faut pouvoir se mettre à niveau pour pouvoir communiquer avec nos aînés. Sinon, ça va être très difficile d'engager un dialogue et de pouvoir être vraiment efficient dans l'accompagnement qu'on fait. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails trop pharmaco, mais de bien se dire que toutes les substances consommées ont un impact pharmacologique sur les traitements qui peuvent être pris, sur des comorbidités. Et donc il faut prendre ça en compte quand on met en place un traitement, quand on le maintient ou quand on l'arrête. Et aussi inversement,
le moment du sevrage ou de la réduction d'une substance, par exemple le sevrage tabac ou le sevrage d'alcool, ça peut amener à une modification de la biodisponibilité d'un médicament. Et donc, il faut être particulièrement vigilant à ce moment-là. Sinon, on a un risque pour les personnes qui sont accompagnées. Un petit peu dans la même veine, le vieillissement, il y a une intersection, en tout cas, entre l'usage de substances, la question de la nutrition et du métabolisme, et le vieillissement. Le fait un certain nombre d'aînés vont avoir des difficultés, des carences nutritionnelles qui peuvent être majorées par la consommation de substances. Et donc, c'est un élément qui est important à prendre en compte dans l'accompagnement et éventuellement de venir supplémenter ces personnes quand c'est nécessaire. Alors très brièvement, l'alcool, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas les recommandations françaises, ce n'est pas celles qu'on a l'habitude de voir. Pour nos plus de 65 ans, l'idée c'est de ne pas dépasser plus d'un verre par jour et vraiment dans les grandes occasions de ne pas dépasser 2 verres par jour. Et là par contre c'est aussi comme pour les recommandations des adultes classiques, c'est pas plus de 5 jours avec consommation si c'est possible. On a aussi des études qui montrent que par rapport à la problématique alcool, 2 tiers des personnes qui ont un trouble lié à l'usage de l'alcool, qui ont plus de 65 ans, l'avaient avant 65 ans, donc ils sont rentrés dans les plus de 65 ans avec leur problématique, et 1 tiers vont être des nouveaux addicts à l'alcool après 65 ans. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive. Aussi rappeler que les recommandations de santé publique, elles ont beaucoup évolué et les repères de consommation n'étaient pas les mêmes quand les gens ont grandi, quand ils ont eu leur propre éducation à la santé. Il faut savoir que les gens qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, et les recommandations de consommation d'alcool, elles n'étaient pas du tout les mêmes. Donc elles n'ont pas du tout les mêmes repères. Et donc, on a encore, vous voyez ce graphique en bas à droite, donc c'est en Suisse, où on voit que finalement, la consommation d'alcool par an et par habitant, elle est plus importante finalement que pour des classes d'âge plus faibles. Alors, je ne vais pas non plus revenir forcément dans toutes les conséquences, mais attirer vraiment votre attention sur les troubles à la fois neurologiques, troubles cognitifs, les syndromes confusionnels et les comorbidités psychiatriques, d'anxiété, troubles de l'humeur. Je pourrais aussi ajouter les troubles du sommeil. Le tabac, on sait qu'il y a une moindre consommation de tabac globalement chez les aînés que sur un public adulte plus jeune. Pour autant, ils sont quand même présents et ce n'est pas une difficulté forcément d'accompagner des aînés par rapport à une problématique tabac. Et même inversement, quand on regarde cette étude en bas à gauche, on s'aperçoit que même les techniques d'accompagnement pour le tabac fonctionnent mieux chez les aînés et qu'une grande partie d'entre eux ont un souhait réel de pouvoir être accompagnés sur la question du tabac et attendent donc qu'on leur pose la question et qu'on les accompagne là-dessus. Sur la question des benzodiazépines, on voit qu'il y a une très grande consommation de benzodiazépines avec un sexe ratio plus de femmes consommatrices que d'hommes et avec un risque de dépendance élevé. Alors, on n'a pas forcément systématiquement des critères d'addiction, mais on peut avoir des critères de mésusage. Et il est important de pouvoir bien l'évaluer. Et je ne vous apprends rien, il y a un risque iatrogène qui est très important, avec notamment des difficultés cognitives, des difficultés thymiques, des difficultés respiratoires, etc. Et en fait, le fait de pouvoir réduire, déjà réduire c'est pas mal, ou arrêter la consommation de benzodiazépines, amène à une amélioration nette de toutes ces fonctions. Il y a des possibilités d'accompagner le sevrage de benzodiazépines. Finalement, dans le principe, c'est exactement la même chose que ce qu'on pourrait proposer chez des adultes plus jeunes. Simplement, on ne va pas faire de switch comme ça peut se faire d'une benzodiazépine à demi-vie courte vers une benzodiazépine à demi-vie longue, parce que là, le risque iatrogène chez les aînés est beaucoup trop important.
On s'aperçoit que c'est aussi peu abordé par les médecins généralistes parce qu'ils souffrent d'un manque de temps, de disponibilité pour évoquer ces questions-là. Il y a des contextes organisationnels qui sont parfois délicats, une charge de travail qui est importante. Pourtant, il y a un vrai intérêt à pouvoir explorer ça. Pour la question des opioïdes, là aussi, on s'aperçoit que c'était des données du Québec, beaucoup de 55 ans et plus sont amenés à consommer quotidiennement des antalgiques opioïdes. Alors opioïdes faibles ou opioïdes forts, mais en pratique, c'est une question qui est quand même... il y a une lourde prévalence par rapport à ça. Très important de pouvoir faire ce repérage. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais les pharmaciens ont la possibilité de faire une cotation spécifique pour le dépistage en France du trouble lié à l'usage des opioïdes. Et bien insister, comme l'a dit tout à l'heure Xavier, sur la prescription de naloxone pour ce public-là. Enfin, sur les thématiques addictives, les jeux de hasard et d'argent, il y a beaucoup de facteurs de risque au moment du passage à la retraite. Si la personne n'a pas bien préparé sa retraite, n'a pas suffisamment d'activité, c'est un vrai bouleversement en termes d'identité, en termes de réseau social, d'activité, on en a parlé, et de revenus. Ce qui crée une vulnérabilité exacerbée parce que finalement, là où quand on a encore une activité professionnelle, si on a généré des dettes, on peut en tout cas imaginer qu'en travaillant plus, on pourra combler ses dettes. Une fois qu'on est à la retraite, ce levier-là, on l'a plus. Ça paraît assez logique. Alors, par rapport à cette problématique dont on a parlé, notre association a essayé de travailler avec son conseil scientifique et technique à la création d'un entretien sur les conduites addictives chez nos aînés, qu'on appelle donc le RC2A, qui permet vraiment d'accompagner pour les personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées à ce repérage chez les aînés des conduites addictives, d'avoir vraiment un entretien complètement guidé. Alors, l'idée, c'est que ça puisse aider les professionnels qui ne font jamais ça et qui sont particulièrement mal à l'aise avec ça. Mais pour les professionnels qui sont déjà plus sensibilisés à cette question, vous avez trouvé que le document est long et lourd. Donc, ce n'est pas forcément l'outil que vous allez utiliser en premier lieu. En tout cas, ces outils, on a eu un défaut d'acheminement de ces outils qu'on aurait voulu vous présenter physiquement et éventuellement vous donner aujourd'hui, mais bon. Voilà. Vous pouvez les trouver sur notre site internet. Vous aurez l'adresse à la fin. On a créé une méthode en fait, qui reprend exactement le cheminement de cet entretien RC2A qui s'appelle donc la méthode Contact. Donc c'est basé sur le RPIB qui permet donc avec l'acronyme Contact, créer, observer, nommer, tracer, analyser, coter et transmettre de l'information. De pouvoir aider le praticien, pas forcément médecin généraliste, ça peut être aussi infirmier ou pharmacien ou kiné, de pouvoir explorer. Alors là où nous, on est quand même assez satisfait de ce qu'on a fait, c'est que pour ceux qui pratiquent le RPIB, en fait, on est vraiment dans une évaluation de la consommation, on n'a aucun levier motivationnel en dehors du résultat qu'on va proposer à la personne ou de l'orientation. Alors que là, c'est une méthode qui permet de se donner les moyens d'aller explorer des leviers motivationnels dans l'accompagnement. Alors, il existe en version A3 affiche, comme vous pouvez voir du RESPAD, mais on l'a aussi en format encore plus synthétique en fiche A4. On a aussi créé donc, des petits flyers thématiques sur les principales objets d'addiction, à savoir l'alcool, le tabac, les antalgiques opioïdes, les benzodiazépines, les jeux d'hasard et d'argent. Et sur chacun de ces flyers, on va avoir une méthode, c'est comprendre la problématique actuelle, quels sont les points de vigilance, quelles sont par exemple les interactions entre tabac et les principaux traitements pris en gérontologie, des outils de repérage adaptés à chaque substance, validés, et des pistes d'accompagnement et de comment faire pour ouvrir le dialogue. Ça se veut en fait, quand on fait soit la méthode Contact dont j'ai parlé, soit l'entretien, d'avoir à chaque fois finalement un outil qui nous permette de rebondir sur les problèmes qui pourraient être relevés. Et donc, vous pouvez retrouver ces ressources donc, sur notre site www.généraliste et addiction, donc c'est GAHDF.fr.
On a aussi fait un cycle de 4 webinaires que vous pouvez retrouver via notre site ou via notre chaîne YouTube. Et je vous ai parlé effectivement du site, enfin des centres québécois, du site internet suisse, où vous pourrez retrouver toutes ces informations. Et du coup, j'en termine en remerciant chaleureusement toutes les personnes qui nous ont invités, qui nous ont proposé d'intervenir aujourd'hui. Et je remercie l'ensemble du conseil scientifique et technique qui ont participé à la réalisation de ces outils. Et ça n'a pas forcément à voir avec le sujet, mais si vous souhaitez avoir des addicto-repères, qui est un peu comme le violentomètre de l'addiction, il m'en reste quelques-uns. N'hésitez pas à en prendre un. Voilà. J'ai presque tenu. Hein. Ah ben, tu as parfaitement tenu d'ailleurs. Bravo. Tu nous as bien cadré. Hein Allez. La parole à la Belgique. Bien, mais bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être restés là. Merci à TDO de m'avoir invité. Et donc, pour ceux qui étaient là à la conférence d'ouverture d'Alexis Godel, qui m'avait envoyé une question, peut-être que j'y répondrai, mais c'est pas sûr. Mais vous aurez attendu jusqu'au bout, quelques-uns encore. Mais par contre, dans toutes les sessions auxquelles j'ai pu assister, et sans doute que vous aussi dans les sessions, le mot formation est apparu quand même souvent. Ah, le micro plus près, pardon. Voilà, bon, excusez-moi. Et donc ce mot formation, il est apparu soit parce que il fallait qu'on se forme, soit parce que il fallait former, soit parce qu'il fallait améliorer la formation, le contenu. Et donc, je suis donc membre du réseau Alto, j'en suis actuellement le président. Le réseau Alto est un réseau de formation et de soutien des pratiques en Belgique francophone, enfin surtout région wallonne. C'est que la Belgique est séparée en plusieurs régions, hein, donc la partie francophone. Et donc le réseau Alto œuvre depuis 35 ans dans la formation et le soutien des pratiques de médecine générale. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Le réseau Alto est subventionné par la région wallonne et c'est avec ça que nous fonctionnons. Alors, le réseau Alto, je vais prendre un petit peu son historique parce que ça permettra de comprendre un peu notre démonstration par rapport à cette formation. Mais donc, né en 92, donc ce mouvement a été créé sur base du constat qu'on recevait dans nos consultations de médecine générale pas mal de patients en dépendants pour lesquels on n'avait pas de solution et même des interdits de solution. Donc on ne pouvait pas prescrire quoi que ce soit, et si on prescrivait la méthadone qui était déjà présente dans la pharmacopée belge, on se faisait immédiatement appeler à la commission médicale. Au départ, c'est un mouvement de généralistes, pour les généralistes, mais au fur et à mesure, notre public cible a tout à fait changé, et ça plus ou moins déjà depuis une vingtaine d'années, où très tôt on a inclus les pharmaciens, mais maintenant, c'est tous les acteurs psychomédico-sociaux. On travaille en région wallonne parce qu'on est subsidié région wallonne et donc on n'a pas le droit de travailler ailleurs. Ça, c'est toujours le problème des subsidiations, vous connaissez ça. De temps en temps, on va travailler à Bruxelles, mais donc ça, c'est gratuitement. On a une charte quand même que l'on a écrite, revue par rapport à ce qui nous anime et quelles sont nos valeurs. Et donc, l'urgence de l'époque, donc dans les années 90, a amené les premières missions d'Alto vers le soutien et la formation des médecins généralistes, alors isolés dans leur pratique face à des patients. Et c'est vrai que quand on a lancé notre première formation, donc en 91, avant d'ailleurs la fondation du mouvement, on a eu un engouement énorme avec des présences de 400 personnes. On a dû louer des salles pour faire ces formations parce qu'il y avait un engouement énorme. Aujourd'hui, on n'en est plus vraiment là, puisqu'on tourne plutôt autour de 3 ou 4 acteurs par zone. Donc, il y a eu des changements de mode de consommation, ça, je ne dois pas répéter, des changements de produits, des nouveaux produits,
Changement aussi des figures sociales de l'usager. Si au départ, dans les années 80-90, ben, on avait la fameuse image du junkie, des gens fort abîmés, je dirais, par les usages, aujourd'hui, on a beaucoup d'usagers en col blanc qui viennent parce qu'ils consomment, et de tous les milieux. Hein. Donc, on a des milieux de la justice, des médias, du médical, etc., donc d'usagers. Et changement aussi des professionnels. Donc, je dirais que, un peu comme on l'a dit aussi du côté de la France, ben, beaucoup de figures, je dirais, des années 80-90, ben, sont retraités au jour d'aujourd'hui. Ils étaient vraiment investis, volontaires et tout. Ben, on n'a plus la même figure au jour d'aujourd'hui avec les plus jeunes. Ben, ça va arriver, hein, il faut les laisser grandir. Mais voilà. Et donc, on a été obligé de repenser ces postures et ce langage aussi qui était utilisé et que je vais vous proposer. Alors, le réseau Alto a 4 objectifs principaux. Donc, les 2 premiers, je les ai déjà cités, donc proposer des formations et soutenir et optimaliser les pratiques. Et d'autre part, observer les évolutions de pratiques et les comportements et sensibiliser la société civile et travailler avec les acteurs psychomédico-sociaux. Donc, bien sûr, il nous arrive d'intervenir au niveau social et politique pour essayer un petit peu de rapporter du terrain ce qui se passe vers le politique. Dans ce paysage mouvant et face à la désaffection progressive, je dirais au désamour des professionnels pour la chose addictive, ben, le réseau Alto a dû évoluer, adapter ses formations, diversifier ses approches et élargir son public cible. Aujourd'hui, on a quitté une approche, je dirais, solo pour une approche de réseau, une approche multidisciplinaire. Alors, on a fait en fait... on a repris tous ceux que nous avions formés les 3 dernières années, ce qui a été à peu près 350 à 450 personnes. Et on a fait un peu une étude d'impact en disant, tiens, qu'est-ce qu'il en reste de ces formations que vous avez suivies? On a eu donc 350 envois, 19 réponses. Bon, on n'a pas fait de deuxième envoi parce que tout ça a été un peu précipité, mais on a eu 19 répondants qui ont donc suivi une des formations en 22, 23, 24... Oui, 22, 23, 24. Soit ils avaient suivi la formation de base, donc qui tournait autour des opioïdes, soit c'était une formation autour de l'alcool, ou encore d'autres formations, puisque dans notre panel de formation, on a des formations de base qui tournent autour des conduites de dépendance au sens large. On a une partie de formation aussi qui tourne autour des consommations d'alcool, et puis toute une série de formations un peu à la carte, qui tournent autour, par exemple, de la grossesse, de parentalité, etc. Donc toute une série d'autres thématiques, mais là auxquelles on répond à la demande en fait d'acteurs. On a aussi par exemple fait des formations dans les milieux carcéraux ou dans les milieux chez nous ça s'appelle fait d'asile, donc c'est les centres de transit où se trouvent toutes les personnes qui viennent hors pays qui n'ont pas de carte, quoi. Donc ces formations sont en présentiel, ont été suivies en présentiel pour 17 de ces personnes qui ont répondu et 2 en visioconférence. Dans les professions, vous voyez qu'en fait c'est un peu un panel large de toute profession. Et on leur a posé bien sûr la question phare, à quoi a-t-on servi? Qu'avez-vous fait de ça? Et donc, quand même quelque chose de rassurant, c'est que, est-ce que vous accompagnez aujourd'hui des personnes avec consommation problématique? 18 ont répondu oui sur non. On imagine que les 19 qui ont répondu sont sans doute ceux qui sont convaincus de la chose et qui sont maintenant dedans, bien sûr. Hein. Est-ce que la pratique a évolué depuis la formation? Oui pour 17 et pas spécialement pour les autres. Facilité d'abord du sujet, attention et repérage dans la consultation, utilisation des outils et choisir des mots plus juches. On a dans notre formation 1 ou 2 slides, voire même des petites animations, je dirais, interactives sur les mots utilisés en consultation pour changer ces mots de toxicomane, junkie, etc. etc. Donc voilà, j'ai mis un verbatim ici, mais donc je ne vais pas nécessairement vous le lire. Est-ce que vous utilisez des outils ou des compétences acquises en formation? Oui pour 16 et pas vraiment pour 3. Donc l'entretien motivationnel, qui est quand même une des bases de notre travail, en tout cas relationnel.
La métaphore de l'Himalaya, je vais vous en parler après. Le triangle biopsychosocial et bien sûr tous les outils qui sont sur notre site internet et que je vous inviterai aussi à aller consulter pour retrouver les outils dont je parle ici. Et quand vous voyez dans le verbatim ici, donc c'est une utilisation plus systématique en consultation des questionnaires et des outils. Et le deuxième élément que j'ai souligné ici, c'est l'ouverture vers un réseau. Je ne suis plus tout seul, je vais chercher de l'info avec le réseau. Et donc, on a aussi créé dans notre réseau une forme de hotline où on est une dizaine à répondre aux demandes urgentes, parfois même en pleine consultation. Il nous téléphone, je suis devant un patient, qu'est-ce que je fais? Et donc là, on a un peu cette possibilité de répondre. Et puis des réponses alors plus asynchrones par mail ou par téléphone après. Alors, on leur proposait aussi, qu'est-ce que vous avez besoin encore aujourd'hui maintenant? Pour 2026, qu'avez-vous besoin? Donc, vous voyez qu'ils mettent quand même majoritairement des demandes de supervision, de recyclage et de nouvelles formations de base avec des nouveaux outils, avec les nouveaux produits, etc. Donc, il y a quand même des 19 qui sont quand même induits de la chose. Alors, comme on était quand même vachement en question par rapport à ces formations, par rapport à ce retour, on a quand même invité un philosophe. Et on a fait une matinée de brainstorming avec Michel Dupuy, qui est un philosophe émérite maintenant, mais bon voilà. Et on lui a posé les questions. Qu'est-ce que tu penses de la formation en addictologie? Et donc, bon, il a un peu cherché de son côté, et puis on a beaucoup discuté avec lui. Et donc, il nous a dit, premièrement, soyez rassurés. Vous êtes en réseau. Le réseau, c'est quelque chose qui est un processus actif, qui avec des entrées, avec des sorties, avec des mouvements. Le réseau, c'est quelque chose de solide, quoi. Et le réseau, il nous disait ce que vous m'avez présenté ce matin dans les discussions, c'est un réseau qui pense et qui se pense. Et il mettait oui, je m'excuse, il y a eu un petit mouvement des mots là en dessous. Il disait, voilà, il y a deux choses en fait qui ont changé en fait chez vous, c'est que vous avez la ligne thérapia, cure et rendez-vous. Donc en fait, la thérapie, c'est le soin. Effectivement, je fais des actions de guérir. Donc ça, c'était le mot thérapia, et ça se décline sous forme d'un rendez-vous. Je prends un rendez-vous. Par contre, l'épimélia, disait-il, c'est beaucoup plus le care. J'ouvre le débat, c'est la vision holistique. Et là, on est plus dans la rencontre. Et donc, quelque part, une rencontre, c'est pas juste on se voit et puis c'est tout. Non, il y a une création de quelque chose, quoi. Et alors, il disait aussi que le XXe siècle est celui du paradigme des soins, était celui du paradigme des soins et radicalement de l'autonomie individuelle. Et notamment la loi des droits du patient qui est née en 2002, là juste à la frontière entre ces siècles, et qui peut aussi aller jusqu'au refus de soins. On peut aussi avoir un usager qui refuse ce qu'on lui propose. Et ça, parfois, ça nous questionne quand on est dans cette notion d'autonomie individuelle. Mais il dit aussi que il fait l'hypothèse que le XXIe siècle évoluera, progressera plus vers une autonomie relationnelle. Et donc moins de cette solitude que parfois dans laquelle on se sent quand on se trouve face à un usager. Et donc il disait, on ne peut plus tenir un rôle individuel aujourd'hui en tant que professionnel de santé. Et donc il disait aussi, nous sommes dans une continuité discontinue, et je pense que je l'ai entendu aussi dans plusieurs exposés de ces 3 jours. D'une part, il y a la continuité du soin. Nous, on est là, on reçoit les usagers, ils viennent pas parfois. Et puis, on est dans la discontinuité du réel parce qu'eux, ils ont leur vie derrière ça. Hein, tu le disais aussi, quelque part, ils vont peut-être aller aussi consommer entre-temps. Non, c'était toi qui le disais. Voilà, je mélange tout le monde. Donc, ils ont parfois des usages qu'on découvre par hasard, que finalement, on croyait tout bien faire. Et en fait, ils continuent. Oui, parce que le patient, il a sa vie. Hein, mais on n'est pas tout seul dans le réseau. Et c'est ça aussi la richesse, c'est de dire, on peut quand même en parler et se dire, ok, j'ai l'impression d'avoir merdé, non, pas tant que ça, parce que moi aussi, etc. Et puis le réseau est là soutenant. Et enfin, un dernier point qu'il mettait un peu en avance, que nous devrions faire nos comptes à nous aussi. Et moi, où en suis-je? Et en suis-je, parfois dans ma propre consommation, dans mes propres usages, en fait. Hein. Quelle est la posture pour accepter, mais aussi pour rejeter? Et il disait, vous n'êtes peut-être pas tout à fait guéri de votre posture de toute puissance de soignant. Et que ça, c'est peut-être à mettre en question. Il disait, chaque fois que cette toute puissance n'est pas, par refus du patient ou parce qu'il n'y a pas de traitement spécifique, et c'est là un peu la réponse que je faisais à Alexis Gozel, ou que j'aurais dû faire à Alexis Gozel, cocaïne,
officiellement, il n'y a pas vraiment de solution, si ce n'est justement une solution, mais qui ne sera pas alors justement dans la thérapia, mais dans l'épimélia. Je vais ouvrir le débat, je vais essayer de comprendre, je vais avancer avec ça. Et donc, si on se met que du côté de la toute-puissance, ben, on est dans l'échec assuré. Et donc, sa conclusion de cette matinée, c'était investissez massivement dans la formation. Et ça, je crois que je n'ai pas besoin de vous le dire, je pense qu'on est tous d'accord, en disant ben, cette passion est peut-être contagieuse. Alors, les formations Alto, c'est les formations que nous avons actuellement. Ben, les 3 premières, donc ce sont chaque fois des modules d'une journée, donc c'est quand même une formation costaude. Donc on va travailler non pas sur justement le thérapia et donc la substitution, mais vraiment sur accueillir et comprendre, parler de consommation et de RDR, établir l'alliance. Donc résolument en fait une approche de moins en moins pharmaco, mais de plus en plus ouverte. Alors après, on a quand même 2 formations qui tournent autour des comorbidités somatiques et comorbidités psychiatriques. Le travail en réseau, cette approche interdisciplinaire avec les réponses plurielles qu'on peut apporter. Et enfin, l'échange sur nos pratiques, déjà un début d'intervision que l'on met en place. Et puis, on a des modules thématiques dont je vous ai parlé sur alcool, grossesse, parentalité, etc. Alors les outils qu'on utilise, ben, vous les connaissez, donc vous voyez là le cycle de Prochaska, le triangle de Liebenstein, le continuum de l'usage. Ce n'est pas ceux-là que je voulais vous dire, mais c'est bien de les rappeler parce qu'on les utilise toujours au jour d'aujourd'hui. Mais comme on avait ces soucis de formation et de formation des médecins de base, en fait, qui ne sont pas ouverts à la chose addictive, on a essayé de trouver une solution qui permettrait de faciliter le lien thérapeutique, la rencontre et le discours, parce que beaucoup de médecins nous disent « Oui, mais moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je n'ai pas eu de cours sur l'entretien en santé mentale. Je ne sais pas ce que je dois dire ou ce que je dois faire. Donc, je sais prescrire un antidépresseur, mais je ne sais pas m'entretenir sur la dépression. » C'est quand même un peu dommage, en fait. Hein, donc, il y a un peu un travail à faire à ce niveau-là. Et donc, on a proposé, pour accompagner les professionnels à envisager autrement le parcours du patient, pour reconnaître les efforts invisibles, les phases de doute, les moments d'élan, de nous poser en alpiniste et de dire on va gravir ensemble l'Himalaya. Et donc le point de départ, ben, c'est de dire où en sommes-nous d'abord, nous, et c'est la première chose, où est-ce que nous nous situons dans cette montagne-là. Et ce n'est pas un problème de dire ben, moi je suis tout en bas, je suis encore nulle part, je suis encore dans le village en train de choisir mes chaussures, mon bonnet ou mon sac à dos. Ce n'est pas un souci parce que le réseau est là pour éventuellement faire du relais. Mais après, ce qui compte, c'est où en est le patient. Est-ce que lui, il a déjà un bonnet? Est-ce qu'il a déjà un sac à dos? Est-ce qu'il a déjà des chaussures? Est-ce qu'on a consulté les guides? Est-ce qu'on a consulté la météo? Est-ce qu'on a choisi le jour où on allait faire gravir cette montagne? Et puis, vous voyez donc sur le schéma, ben, il y a déjà une première partie qui peut se faire de façon un peu, ben, oui, rando alpestre, mais sans trop de difficultés, jusqu'au camp de base. Et le camp de base, en fait, on l'interprète un peu comme ben, c'est le moment de répit. On se repose, on pensait que c'était simple, qu'on pouvait faire la montagne sans problème, et puis finalement on se dit « Ah, c'est quand même un peu plus complexe que prévu ». Et donc cette montagne, ben, on y fait une pause. Alors on peut aussi dire que cette pause, ça peut être un moment de répit, mais qui peut se situer dans un autre environnement. Ça peut être une institution, ça peut être l'hôpital, ça peut être je fais une pause dans mon chemin et on l'accepte. Et puis, ben, donc, ça veut dire qu'il y a parfois des trous dans le suivi. Et puis, tout d'un coup, ben, ça reprend. Le camp de base s'éveille et on peut repartir vers un deuxième niveau où souvent, on explique, ben, on va se mettre en cordée. La cordée, elle a un but, ben, c'est éviter la chute. Parce que si un des membres de la cordée glisse, ben, les autres sont là pour rattraper le chuteur. Et je ne parle pas de rechute, je parle de chute parce que ça peut arriver qu'il y ait un moment de décrochage. Et enfin, ben, on arrive dans la dernière partie la plus ardue, où on peut arriver au sommet, mais finalement en disant que le sommet n'est pas le but. Parce qu'on ne veut pas justement dire que le but, c'est l'abstinence. Le but, c'est le projet de vie. C'est qu'est-ce que je me reconstruis là-haut. Et on sait tous que des expériences de dépassement ben, nous modifient, nous transforment. Et puis, on a à dessein dessiné aussi derrière cette montagne d'autres montagnes. Parce qu'il n'y en a pas qu'une, quoi. Et donc, il y a des possibilités de dire, ben, je pars plus loin et je construis mon projet de vie autrement. Et donc, la préparation, ce sont les bases du changement. Donc,
c'est un peu le Prochaska. La mise en route, c'est avancer à son rythme sans perdre de vue la direction. Donc, ce sont les bases de l'entretien motivationnel. La chute, on intègre le risque comme faisant partie du voyage. Les camps intermédiaires, se poser, faire le point, repartir autrement. Et l'ascension finale, on reste humble, vigilant face à la réussite, parce que ce n'est pas pour ça qu'on est tiré d'affaire. Les questions, évidemment, qu'on pose, c'est les mots pour le dire. Et un article qui était paru dans la revue médicale de Suisse, dont Olivier Simon était un des auteurs, parlait de tous ces mots qu'on utilise. Et il avait listé, et aussi Wilhelm Scholten l'avait fait à l'OMS aussi, listé les mots qu'on utilise en consultation ou en entretien d'équipe, en disant, tiens, tu sais, l'alcoolo du coin, il est encore revenu. Non. La personne qui consomme des boissons alcoolisées, on l'a dit aussi dans d'autres sessions, retrouver l'importance de la personne. Placer les usagers dans les formations, c'est une de nos questions. Comment est-ce qu'on inviterait des usagers en formation pour un peu nous interroger sur ce qu'on fait. La consommation, bien sûr, de produits interroge nos cadres, nos normes et nos seuils de tolérance et souvent dérange. C'est sans doute peut-être ça qui fait la réticence des nouveaux thérapeutes. Toute l'éthique de l'accompagnement. Et puis, on l'a encore cité ici, ce fameux treatment gap qui est de presque dizaines d'années, en fait. Quand on voit pour l'alcool, on est à plus de 15 ans. Pour d'autres produits, on est à 12-13 ans. Enfin, c'est dingue de voir que il n'y a personne qui a posé les questions, alors que ces personnes ont consulté des services de santé, d'une façon ou d'une autre. Voilà un petit peu, donc j'ai posé plein de questions, je n'ai pas nécessairement toutes les réponses, mais je voulais vous remercier quand même de m'avoir écouté, de me donner peut-être des réponses pour avancer avec tout ça. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, les adresses mail et internet sont cachées, mais donc sinon c'est dominique.lamy@skynet.be. Et sinon, réseaualto en un mot.be, et vous trouvez tous les renseignements là-dessus et les liens vers les différents acteurs. Merci beaucoup. Alors, qui se lance? Qui veut? Ah? 1, 2. Je vais commencer du coup. Antoine, pour commencer, donc rassure-toi, tu n'es pas le seul à travailler sur les sujets âgés, sur les aînés, comme on dit. On a des travaux à Caen sur alcool et vieillissement, avec un très gros protocole qui est en train de se lancer. Mais par ailleurs, on a fait une étude assez rigolote qui est en cours de publication sur un groupe de sujets sains d'une étude sur le vieillissement qu'on avait dans notre laboratoire. Et donc, on a regardé chez 133 sujets sains, considérés comme ça en tout cas, plus de 65 ans, donc on a vraiment regardé des aînés, leur consommation d'alcool, et on a comparé les performances cognitives et l'état cérébral de ces personnes selon qu'elles dépassaient ou pas les repères de consommation que tu nous as indiqués, donc plus de 7 verres par semaine. Et les résultats préliminaires sont quand même assez intéressants, c'est que finalement ce seuil-là, le fait de le dépasser, c'était associé non pas à des atteintes cognitives, on ne peut pas avec les tests cognitifs différencier ces deux groupes, par contre il y avait très clairement une manière significative des atteintes cérébrales, notamment au niveau de la substance blanche. Donc ça montre bien que ce seuil-là, il est peut-être encore imparfait, il y aurait sûrement des moyens de le creuser un petit peu, mais ça vaut quand même le coup de le promouvoir auprès des aînés, parce que manifestement, il s'abîme le cerveau. Et là, je parlais vraiment d'une sous-cohorte de sujets sains, c'était vraiment des patients, enfin des sujets du coup très sélectionnés, pour servir de groupe contrôle à un groupe de méditation du sujet âgé. Donc vraiment, on est plutôt sur le haut du panier. Donc voilà, ça c'était le message que je voulais faire passer avec ce papier qui est assez chouette et qui va sortir prochainement. Et puis solidarité sur le fait de travailler sur les sujets âgés parce que personne ne s'intéresse à ces populations-là. Et du coup, on a des repères un peu à la con de consommation que personne ne connaît et que personne n'applique. Et puis sur Dominique, par rapport à la formation, sur la question d'intégrer les patients ou personnes concernées dans la formation, alors je ne sais pas si c'était de les impliquer du côté en tant qu'apprenant ou en tant que formateur. Mais alors du coup, j'ai un DU d'addictologie à Caen et j'ai fait les deux. En fait, j'ai proposé successivement à plusieurs patients rétablis d'intégrer le cursus en tant qu'étudiants.
Et une fois qu'ils ont eu fait la formation, je les ai intégrés dans l'équipe pédagogique pour co-animer des travaux pratiques sur des cas cliniques d'addictologie avec des addictologues. Et finalement, les plus flippés, ce n'étaient pas les patients, c'était les addictologues, parce que co-animer avec un patient expert, une personne rétablie, des ateliers de cas cliniques devant des étudiants, ils ont eu beaucoup de, pas de difficultés, mais beaucoup d'appréhension. Et en fait, ça s'est très bien passé et c'est devenu quelque chose de vraiment chouette. Ça fait 2-3 ans qu'on fait ça maintenant. Donc ça peut être une piste éventuellement que je partage avec vous. De l'université, mais quand je travaillais à l'université, je le faisais. Donc j'invitais des usagers à venir donc, en auditoire et à faire le cours. Et puis après, j'ai demandé aux étudiants d'aller rencontrer l'usager et de faire le cours avec. Et donc moi, j'étais juste un peu en observateur et je dirais en soutien, mais c'était un groupe d'étudiants, donc 6 étudiants et un usager qui préparait le cours et qui le donnait au reste, quoi. Et ça marchait quand même assez bien. Je pense que c'est encore plus intéressant que de leur faire des présentations un peu magistrales, créer de l'interaction entre professionnels et personnes concernées ou personnes concernées et apprenants. J'ai trouvé que c'était vraiment, ça potentialisait énormément l'intérêt de ce genre de présentation croisée. Merci. Je me permets juste une petite question. Moi, ce que je regrette souvent quand on fait des évaluations cognitives, c'est qu'on est vraiment sur des cognitions froides. Et du coup, tout ce qui est cognition sociale, c'est souvent un peu oublié dans les études. C'est quelque chose que vous avez travaillé là-dessus chez les aînés aussi ? Oui, je suis dans un laboratoire de neuropsychologie, donc autant te dire qu'ils sont... Ils sont au taquet. Ils sont au taquet. Donc il y a aussi des évaluations de cognition sociale. Ouais. Et il y aura une batterie absolument monstrueuse dans le projet qui est en cours et qu'on va lancer l'année prochaine. Et là tu auras tout ce que tu veux. Là. Toutes les imageries possibles, tous les marqueurs de démence, tout. Il faudra attendre 3 ans pour avoir le résultat, mais ça va être chouette. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Mais donc, c'est parce que j'ai déjà vu ces slides-là, au fait, avec la fluctuation de la buprenorphine orale et la non-fluctuation par rapport à l'injectable. Alors, je me mets un peu en faux par rapport à ça, parce que, en fait, on s'en fout un peu de la fluctuation plasmatique, puisque c'est pas là que ça se passe, en fait. Ça se passe au niveau cérébral, où on a une accroche au niveau des récepteurs relativement solide et non fluctuante. Et donc, c'est là que je ne comprends pas très bien ce discours. Parce qu'il y a quand même, malgré tout... ça fait hyper fort, non? Il y a quand même malgré tout des variations qui se font aussi au niveau du cerveau, même si la fixation est forte, la demi-vie elle part quand même de plus bas, donc tu vas quand même avoir des fluctuations au niveau du cerveau. Et les patients cliniquement ils te le disent bien de toute façon, notamment, alors on parle de ça surtout pour les patients sous-dosés, ce qui est en France, voilà, je me posais la ce question, qui est en France plutôt la majorité, parce que là je ne vous l'ai pas dit, mais nous dans l'étude qu'on a fait auprès des médecins généralistes, la dose moyenne de méta était de 40, la dose moyenne de buprenorphine de 4,8 mg. Donc évidemment, c'est sûr que je suis d'accord avec toi, si tu as des gens qui ont une dose efficace, pour avoir des fluctuations, il va falloir attendre un petit peu. Mais par contre, j'ai des gens qui sont sous-dosés, ils sont extrêmement sensibles à ça. Et donc tous les patients, nous, qu'on a, et pourtant nous, tu vois, on a plutôt des doses entre 16 et 24 de bupré de base, ils te disent bien, je n'ai plus le matin notamment, parce que c'est surtout là que c'est très criant, ils ont plus cette espèce de demi-heure, 3/4 d'heure de réveil qui doit se faire par la buprenorphine, et ils ont plus souvent ce fractionnement d'ailleurs de fin de journée, parce qu'ils fractionnaient pour ça, pour se rebooster un petit peu. Alors au-delà de ça, par contre, il y a une composante psychologique qui est très importante, puisque pour le coup, comme ça fluctue plus, tous ceux qui se mettent à avoir du sevrage en plein milieu du mois, c'est du coup pas ça, hein, en fait. Et là, on s'est rendu compte aussi qu'il y a une composante anxieuse qui était beaucoup gérée par des prises comme ça, un peu fractionnées de buprenorphine, ce qui ne sert pas très bien normalement. Et donc, on a dû faire beaucoup d'éducation thérapeutique. C'est quoi le sevrage? C'est quoi le stress, l'anxiété? Et finalement, rééduquer tout le monde. Voilà. En tout cas, c'est vrai que ça leur apporte, nous, une espèce de sérénité quand même sur le mois, voire le mois et demi, qui est extrêmement importante. Sûrement qu'il y a un effet aussi, hein, tu as raison de le dire, sur l'effet psychologique, mais pas que. Vraiment, on sent qu'il y a une stabilité très forte et qu'il n'y a plus cette petite fluctuation, alors là, qui est plasmatique, mais qui marche aussi au niveau cérébral. Et donc moins d'épisodes anxieux dans la journée là. Ah bah beaucoup moins. En tant que spécialiste c'est quand même la pharmacocinétique pharmacodynamique dans ce cadre-là. Donc en vrai, oui, il y a les récepteurs, mais
le taux plasmatique, si, ça joue, hein, parce que vraiment, le lien pharmacodynamique, pharmacocinétique, d'ailleurs, quand on regarde les études vraiment là-dessus, c'est lié. Donc, on ne peut pas dire que, en fait, quand le niveau plasmatique baisse, que les récepteurs sont toujours là. C'est quand ça le va niveau baisser. plasmatique... À un moment donné, ça va finir Oui, par c'est baisser. ça, quoi qu'il arrive. ça va se décrocher. Puisque l'objectif au niveau cérébral, mais c'est vrai qu'on ne va pas ponctionner à chaque fois au niveau cérébral, il est quand même directement lié à ta concentration plasmatique moyenne, donc à peu près 16, 80%, etc. Donc voilà, forcément, tu as un impact. Et tu disais, pardon? Oui, non, je disais par rapport aux épisodes anxieux, parce qu'il peut y avoir d'autres raisons quand même d'être anxieux, en dehors de la stabilité de la buprenorphine dans le sang. Donc est-ce qu'il y a eu... comment ils ont géré ça? Comment ils ont vécu ça, quoi? Alors, ce que ça a enlevé cette espèce de truc supplémentaire, je pense. Ce que je vois, moi, ce que j'observe, parce que là, il y en a maintenant qui sont depuis 3 ans chez moi, j'en ai qui, des fois, me disent « Ah, bah là, la dernière semaine, elle a été plus difficile. » Bon, au bout de 2 ans, pharmacologiquement, il ne va pas se mettre à être en manque au bout de 3 semaines et demie, quoi. Et en fait, quand tu regardes, souvent, c'est lié effectivement à des mois beaucoup plus chargés au niveau travail, beaucoup plus chargés en termes de stress ou d'événements. Et donc, il y a quand même cette composante-là qui joue. Et ce qui est important, c'est vraiment de l'identifier parce que pour certains, j'ai dû mettre en place des traitements spécifiques de l'anxiété, en fait, qui n'étaient pas en place jusque-là, parce qu'ils se débrouillaient, ils bidouillaient avec leur buprenorphine en plus. Et le fait d'avoir mis ce traitement-là, on a démasqué quand même certains troubles anxieux qui étaient légers à modérés, mais qui étaient en fait assez invalidants en réalité. Mon expérience, moi, je partage complètement. Et en fait, du coup, au bout d'un certain nombre de mois de buprenorphine comme ça, action prolongée, on voit apparaître ces troubles qu'il traitait avec des petits bouts de Subutex toute la journée, quoi. Voilà. Une autre question sur le même sujet. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions dans la salle. Comment tu imagines le circuit du médicament en ville, du coup? Ouais, c'est ça. Ouais, alors, bon, moi j'ai mon idée, on a des idées aussi parce qu'en fait on a demandé aux médecins généralistes quel serait pour eux le dispositif idéal. Il se trouve que je suis allé aussi en Belgique et en Suisse pour discuter de ça avec nos collègues à Liège et à Bruxelles et ils ont aussi une idée. Je pense que dans tous les cas, c'est quelque chose qui doit fonctionner en réseau, probablement avec des centres référents spécialisés en addicto qui sont là en support, quoi qu'il arrive. Après, il y a pas mal de façons de le faire. Je sais qu'avec l'autre molécule qui va arriver, ça sera aussi quelque chose de différent, mais voilà, moi, ce que j'aurais imaginé, c'est un espèce de trio entre le médecin prescripteur, le médecin généraliste, un pharmacien d'officine qui peut-être pourrait faire directement la délivrance pour éviter que le médicament se balade. Parce qu'en Belgique, aujourd'hui, quand même, le médecin doit aller lui-même chercher le traitement en pharmacie. Et le patient revient. Et alors, c'est quand même très compliqué. Ouais. Voilà. Et donc, l'idée, ça serait sur un modèle, je pense qu'en France, qui pourrait fonctionner, où on aurait... il faut pas... De toute façon, la règle aujourd'hui, c'est que le médicament ne doit jamais être dans les mains du patient, parce que c'est comme ça. Voilà. Probablement, pour moi, en tout cas, quelque chose qui serait en forme de trio où on pourrait avoir ce format. Ça serait pour moi le plus simple. Après, il faut qu'il y ait une acceptabilité aussi de tous les agents. Voilà. En tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on va continuer à fouiller un petit peu en termes de représentation, de stratégie. Je sais que les Belges n'étaient pas très favorables à la place forcément d'un pharmacien. Les Français non plus d'ailleurs, pour certains. On l'a vu. Justement, moi je me dis non. Justement, c'est une bonne façon. La seule chose, c'est qu'on va changer le triangle. Alors, les forces dans le triangle vont bouger. Mais moi, aller voir le pharmacien pour dire j'ai besoin de l'ampoule, de la seringue d'injection, ça ne me pose pas de problème. Évidemment, j'ai une pharmacie en face du cabinet avec qui je travaille. Alors, j'ai pas parlé d'un agent encore, c'est les infirmiers libéraux aussi, qui auraient une place, on a interrogé sur les infirmiers libéraux. Le problème aujourd'hui, c'est de se balader avec le médicament. Encore une fois, on a un assimilé stupéfiant et on a cette limite-là. Mais on pourrait tout à fait imaginer ça, avoir un agent de liaison entre la pharmacie, pour le coup, et le médecin généraliste qui irait faire l'injection à domicile ou faire l'injection au cabinet. Enfin, voilà, on peut imaginer. Non, mais c'était ma question, en fait. À quel point, du coup, dans votre étude, vous avez quand même expliqué les limites un peu, parce que pour le coup, que ce soit l'une ou l'autre BAP, le fait que le patient ne peut pas être jamais en contact avec le médicament, là, pour le coup, c'est le cas dans tous les pays. Et autant il y a des réglementations qui vont pouvoir changer, ça, c'est un truc qui ne va jamais changer. Dans aucun pays, c'est possible. Ça risque pas de changer en France. Donc, il y a le côté logistique qui, pour le coup, en France, est un peu compliqué parce que, oui, en France, les médecins généralistes ne stockent pas les médicaments chez eux parce que, par exemple,
l'exemple de Canada et Australie, là-bas, les médecins généralistes, ils sont regroupés en clinique et ils ont en stockage, par exemple pour les vaccins, ils stockent les vaccins chez eux, ils vaccinent directement chez eux, ce qui n'est pas le cas en France. Mais du coup, est-ce que vous avez quand même un peu expliqué aux médecins... On a expliqué qu'aujourd'hui, la mais- réglementation, elle ne permettait de toute façon de pas de le Ouais, faire. donc il n'y avait pas un détail Non. sur... Il y avait, mais par contre, si, on a expliqué en fait dans la petite notice qu'on leur a proposée, on a bien expliqué la notion de médicaments, j'ai oublié le terme, médicaments usage professionnel, pardon, médicaments à usage professionnel. Donc ça a été explicité auprès des médecins. Après, tout le monde ne connaît peut-être pas forcément tous les enjeux qui sont liés à ça. Après, c'est des questions qu'on se posait déjà, hein, parce que moi j'ai déjà eu plein de situations où c'est les infirmiers qui venaient faire les piluliers, dont de TAO, et il y a bien un moment donné où l'infirmier se balade avec le traitement. Et ça, on l'a déjà fait, ou qui reste dans le coffre. Enfin, je veux dire, bon, on peut le dire là parce qu'on est entre nous, mais ça existe déjà en fait ces situations. Donc voilà. Après, il y a des questions. On essaie de voir comment on pourrait même expérimenter ça déjà, parce que ça va être utile, je pense. Moi, je pense vraiment, hein, l'Exapa ne pourront pas absorber tout. Donc, de toute façon, il va falloir trouver un système. Alors après, l'autre système, ça serait de dire, on renforce peut-être l'Exapa. Les médecins envoient directement sur l'Exapa, font le suivi et envoient au XAPA juste pour faire l'injection. Ça, c'est une stratégie qui pourrait fonctionner, mais il faut renforcer les équipes parce qu'encore une fois, on ne peut pas accueillir... Et il y a des secteurs où ça serait compliqué quand même, il n'y a pas d'Exapa partout. Moi, l'Australie, par exemple, c'est un bon exemple parce que tu vois, là-bas, ils ont des kilomètres pas possibles pour des fois, quand il m'expliquait comment ça s'appelle, en Tasmanie, ils faisaient 1h45 pour aller faire juste leur traitement. En fait, ils ont fait des centres sur place et les gens font les injections sur place. Et après, il y a les pharmaciens aussi. Maintenant, ça monte massivement en Australie. Mais parce que moi, je me souviens quand on a fait l'étude similaire, en fait, ce qui changeait aussi avec les médecins qui, forcément, d'habitude, n'étaient pas beaucoup pour que ce soit les pharmaciens qui injectent. Mais ce qui était très drôle, c'est qu'après, on posait une question un peu face à face et on disait... Et du coup, pourquoi vous êtes contre alors que la délivrance de TSO classique se passe en pharmacie déjà, hein, c'est pas vous qui délivrez le TSO, donc en quoi ça change? Parce que de toute façon, le médecin fera le suivi, le médecin fera la prescription. En quoi c'est différent que finalement l'injection elle-même se passera par le pharmacien? Et c'est là où ils étaient eux-mêmes un peu comme... ils ont une crainte un peu quand même de dire qu'ils vont perdre parce qu'en fait aujourd'hui c'est ça le sujet un peu de la consultation. Et c'est vrai que moi les discussions que j'ai pu avoir là ces dernières semaines et mois, il y en a quelques-uns qui pensent que ça va enlever finalement un peu de substance de la consultation. Je dis mais vous vous rendez pas compte qu'au contraire ça va tellement l'enrichir parce que vous allez aborder tout le reste. Et c'est vrai que moi honnêtement, après du coup à tort, puisque j'ai vu que mes patients que je fais depuis plus de 5 ans, il y en a qui fractionnaient un peu. Mais là ça sera pas le cas. Donc finalement on aura tout le loisir d'enrichir nos consultations sur bien d'autres sujets. Oui, alors, mais c'est comme les antipsychotiques, hein, on a eu les mêmes réticences. Alors il y a cet argument, mais il y en a quand même un autre, il y a quand même un frein par rapport aux pharmaciens, c'est que les pharmaciens ils font les vaccins par exemple, mais jusqu'à maintenant ils ne font pas d'actes thérapeutiques à la pharmacie. Donc là, non mais je dis ça parce que c'est une question de réglementation aussi. Il faut pas sous-estimer ce point-là parce que c'est un point de fond puisque s'il y a un changement de culture, c'est-à-dire que le pharmacien il va se retrouver en position d'acte thérapeutique alors qu'il n'y est pas habitué. Donc ça nécessite quand même une discussion avec eux et qu'ils puissent adhérer. On va poursuivre notre travail chez les pharmaciens. Oui, mais il faut le poursuivre, il faut le poursuivre, mais il faut le faire vraiment en profondeur parce que il ne faut pas éluder le fait que c'est un changement de pratique sur le fond. Parce que déjà les pharmaciens, ils ont élargi leur pratique en faisant beaucoup plus de vaccins qu'avant, mais faire une injection préventive de vaccins, c'est pas la même chose que de faire une injection de traitement substitutif, quoi. Alors le deuxième aspect, c'est pour l'infirmière, parce que de toutes les façons, la buprenorphine, elle est majoritairement en ville, parce que l'Exapa, moi je vois dans mon Exapa, on a peu de patients sous buprenorphine. Et la raison pour laquelle aussi la buprenorphine de longue durée d'action n'est pas encore trop développée, c'est que pour l'instant, on n'a pas énormément de patients
qui relèvent de ça en XAPA. La majorité des patients, ils sont en ville. Et donc, c'est là où je pense on passera à une deuxième phase de développement beaucoup plus importante. Donc, mais il faut que le frein financier soit levé. Il y a le frein financier, mais ça veut dire en parler avec les médecins généralistes. Il y a la question du remboursement qui est capitale. Et je pense qu'effectivement, l'infirmière, parce qu'il y a quand même un certain nombre de patients qui ont une infirmière qui est à côté, il y a quand même bien des personnes âgées où c'est l'infirmière qui va chercher le produit en pharmacie. Je pense que ça, c'est jouable. Et puis, pensons aussi aux IPA, parce qu'il y a actuellement des IPA qui s'installent en MSP, et peut-être que certaines seront intéressées pour faire ça. Alors, on a regroupé, nous, parce que les gens IPA, il y en a qui ne connaissent pas encore le terme, mais clairement, ça fait partie, nous, des rôles qui pourraient avoir un rôle clé, puisque pour le coup, ils ont des fonctions de soins qui sont augmentées par rapport à un infirmier classique. Tu avais une remarque? Non, c'est bon. Non, juste une remarque, c'est que je me dis pour l'instant que Julien, on a fait le choix de faire des explorations sectorielles. On a interrogé les patients, les médecins généralistes, on va interroger les pharmaciens, on aimerait interroger les infirmiers libéraux. Mais après, je crois qu'il faudra qu'on fasse une enquête commune. Alors, je ne sais pas encore par quelle méthode de consensus on va faire ça, mais on met tout le monde autour de la table et on dit OK, les gars, on met tout sur la table. Comment on construit 5, 6 scénarios possibles de déploiement, les avantages, les inconvénients, et après, ce sera au pouvoir public de prendre leurs décisions, parce que tout ça, en fait, in fine, c'est pas nous qui décidons, ce sera le pouvoir public. Après, je pense que toutes les remarques que vous avez faites sont tout à fait justifiées, de voir à la fois ce qui peut être facile et puis ce qui peut être plus difficile, les changements de paradigme. Là, clairement, on a un gros changement de paradigme sur le fait de faire un acte thérapeutique en pharmacie. Peut-être que les collègues pharmaciens ne sont pas si favorables que ça. On vous dira ça l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse bouger les lignes. On a une révolution galénique, si on peut l'appeler comme ça. Il faut que ça soit révolutionnaire sur le terrain aussi. Il n'y a pas le choix. Puis ce qui ressort aussi, c'est que nous, enfin je ne sais pas, en tout cas en Auvergne, c'est comme ça que ça évolue. Le réseau ville-hôpital, comme ça existait à l'époque, a totalement disparu, a été complètement détruit. On n'a quasiment plus aucun lien en fait, en réalité, ni avec les pharmaciens, ni avec les médecins généralistes. Peut-être que là, on a une occasion aussi de recréer un vrai réseau de support, de discussion, de soutenir, parce que on a beaucoup de qualitatifs dans l'étude. Il y a un sentiment de solitude de certains médecins généralistes, alors même que quand on regarde, c'est dans les milieux ruraux et les plus ruraux qu'il y a le plus de prescripteurs et de gros prescripteurs de TAO, alors même qu'ils sont tout seuls. Donc c'est là où on va vraiment, je pense qu'il y a des zones où ça va mériter de mettre en place des réunions de guidance, des RCP pour pouvoir soutenir un peu tout ça. Mais nos travaux de recherche doivent démarrer par de la recherche collaborative maintenant. Il faut vraiment mettre tout le monde autour de la table pour faire la recherche et pas, comme tu le disais, voir les uns après les autres parce qu'on perd des dimensions, enfin la dimension fondamentale du réseau. On a fait ça sectoriel pour pas qu'il y ait de censure, pour que chacun réponde un peu dans son camp au départ. Et une fois qu'on a fait le tour d'horizon, on met tout le monde autour de la table pour réfléchir. Mais on voulait vraiment que chaque corps de métier nous donne un peu sa vision de quelque chose qui est en plus totalement hypothétique aujourd'hui. Enfin, on le dit bien dès le début de l'enquête. Ce qu'on vous raconte là, c'est complètement fictif parce qu'en fait, pour l'instant, c'est pas du tout autorisé. Mais on veut penser un peu l'avenir ensemble. Et donc, du coup, voilà, dites-nous ce que vous en pensez sur une toute petite information d'une demi-page. En quoi ça fait déjà bouger quand même franchement les lignes en termes de représentation. Oui, moi j'avais juste un petit mot par rapport à la présentation d'Antoine. Pour dire que dans l'Exapa, c'est vrai que c'était pas encore très fréquent la venue de personnes de plus de 65 ans dans l'Exapa par rapport à des troubles d'usage de produits. Mais nous, on a constaté quand même dans notre Exapa que depuis quelques années quand même, effectivement, parce que la retraite, c'est une période difficile qui déstructure beaucoup de choses pour la personne. Il y a beaucoup de repères qui volent en éclats. Et finalement, il y a comme des personnes, beaucoup des femmes, qui viennent pour un trouble de l'usage de l'alcool, alors soit qui s'est déclaré, soit qui s'est aggravé. Souvent, c'est l'aggravation d'un trouble ancien au moment de la retraite, et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas avant. Et c'est un phénomène, donc on a un vieillissement des patients, mais on a un phénomène de consultation de personnes retraitées qu'on n'avait pas avant, quoi. Bon, puis pour la petite histoire, notre plus ancienne patiente sous buprenorphine, elle a 76 ans. Donc il y a aussi la question du vieillissement à l'intérieur du XAPA, quoi, les patients. Elle veut pas. Il me semble qu'en XAPA, on a de plus en plus de personnages, de gens de plus de 60 ans qui viennent consulter. Enfin, depuis 3-4 ans, moi, je suis frappée. Alors, des gens qui étaient usagers depuis longtemps et qui viennent le dire et qui demandent de l'aide. Et puis, des nouveaux. Et après, je me demandais, moi, ce qui me questionne, puisque j'ai quand même été... je fais de la médecine générale, donc je me baladais également dans des EHPAD.
comment cette question des consommations est traitée chez des personnes voilà, qui rentrent en maison de retraite. Moi, ça m'a questionné. Une fois, on m'a fait intervenir parce qu'ils avaient une dame d'un certain âge et ils voulaient qu'elle arrête de fumer. Il faut voir comment ils sont pris, quoi. Et je me dis, mais quelle violence, quelle maltraitance, mais par ignorance. Et, ils avaient tellement peur qu'elle foute le feu dans la chambre que, voilà, c'était légitime, mais vraiment... Je pense qu'on a du travail à faire sur comment aborder ça. Parce que quand même, voilà, il y a peut-être d'autres médecins généralistes ici, quand on fait des visites à domicile chez des gens âgés, on voit bien, ils n'osent pas parler de leur consommation, mais on voit bien, et puis tout d'un coup, on a la femme de ménage qui est là, qui vous prend par le train. Elle me dit, elle m'a encore demandé une bouteille de vin. Et, bon, voilà. Donc... vraiment, il y a du boulot, hein, je trouve, dans cette... Mais voilà. du coup... Enfin, il me semble. C'est pas tellement des questions, mais oui, enfin, c'est sûr que ça commence à entrer dans l'Exapa et c'est une bonne chose. Oui. Mais on est encore très en deçà Oui. de ce qu'il faudrait par rapport à cette problématique. D'où l'idée du repérage. C'est vrai que vous parlez de populations qui vieillissent avec leurs addictions, et là l'idée c'est aussi de montrer qu'il y a des néo-addictions à partir voilà. Il y a en fait il y a des auteurs qui oui. parlent de ça, qui pointent bien du doigt qu'en fait il n'y a pas forcément toujours une spécificité au fait d'être un aîné dans le développement d'addiction, et que comme n'importe qui, c'est l'accumulation de vulnérabilité qui va pouvoir amener à une problématique addictive. Mais c'est donc d'avoir une vigilance par rapport à ça. Je te rejoins complètement sur la question des institutions, et ça fait partie d'ailleurs des choses sur lesquelles nous on est sollicités. Alors, petite subtilité, on est une association qui vient en aide de la médecine de proximité, et notre champ d'intervention dans le cadre institutionnel n'est plus de la médecine de proximité. Alors on peut jouer un peu sur les mots quand c'est des médecins généralistes qui interviennent sur les institutions. Mais il y a déjà plein de choses qui sont c'est peut-être là-dessus que je voulais rebondir, il y a déjà plein de choses qui sont pensées par rapport à ça, notamment en Suisse, en Allemagne, au Québec, etc., de comment aborder, en fait, c'est faire des entretiens d'évaluation à l'entrée, comment poser la question des consommations pendant les repas, est-ce qu'on peut faire la consommation régulée, donc il y a déjà plein d'outils qui sont pensés par rapport à ça, et je pense que ce serait intéressant que nous, moi, médecin dicto, mais tous ceux qui sont amenés à faire cette pratique-là, qu'on se questionne aussi par rapport à ça, et qu'on aille venir en aide à peut-être ces institutions gériatriques de proximité, qui sont à proximité du XAPA, et d'avoir une réflexion commune, parce que bien souvent, il y a une problématique de mobilité, j'en ai pas parlé, mais c'est souvent quelque chose qui est très important. Ce public peut avoir du mal à se déplacer, et donc c'est comment on peut intervenir à domicile. Il y a la question de comment on peut aussi proposer des soins en aller vers, en téléconsultation. Enfin, il y a plein de choses à travailler là-dessus, c'est évident, mais je pense qu'on est en bonne voie quand même. Alors oui, je voulais quand même vous partager une anecdote. J'ai appris ça hier soir, j'ai découvert ça hier soir sur les réseaux sociaux. Tu parles de la francophonie. Voilà ce qu'on fait en France. Un EHPAD de Moselle a racheté une licence 4 pour installer un bar avec alcool dans ses locaux. Et l'argument qui est donné, on peut discuter à la limite de ça, mais l'argument qui est donné, c'est que c'était pour redonner du plaisir et de la convivialité aux gens. Et donc là, je pense qu'on retombe à pieds joints dans cette espèce d'image, de représentation qu'on a des aînés comme étant des gens qui ne peuvent s'amuser qu'avec de l'alcool, qui ne peuvent accéder à la convivialité que par l'alcool, et où finalement, on a ce côté, après tout, laissez-les tranquilles. En gros, ils sont bientôt morts, donc laissez-les boire pour être convivial. Donc on est complètement... On ne pense plus la convivialité, c'est l'image du bar qui arrive dans les pattes directement, et sans se poser la question de savoir d'ailleurs ce que pourraient en penser les aînés qui ont eu des problèmes avec l'alcool et qui se retrouvent avec un bar dans leur établissement, ou ceux qui n'ont pas bu et qui n'ont pas besoin d'alcool pour passer par la convivialité. C'est tout à fait anecdotique, mais j'ai trouvé ça extraordinairement choquant, et surtout que c'est promu par les articles de presse qui en parlent, sans aucune critique, sans aucune mise en perspective ou de profondeur. Voilà, donc je me suis dit que ça m'a fait rigoler quand vous avez dit ça, donc je voulais vous partager cette anecdote qui m'a choqué hier soir quand je l'ai découverte. Mais du coup, d'où l'importance de pouvoir aussi travailler avec
ces institutions. Mais vraiment, je ne sais pas si vous avez cette expérience-là, mais moi j'ai des professionnels qui travaillent là-bas, mais qui sont dans un état, ils sont démunis, quoi. Mais ce qui est Oui, terrible, c'est dans les qu'ils CHRS, de tous les. ils sont démunis par la gestion de la cigarette, quoi. Un truc qui est d'une simplicité, qui serait d'une simplicité extrême sur le papier. Et ça, ils sont démunis. Alors, probablement qu'ils ne sont pas formés, mais il y a des ponts à faire et je pense qu'ils ne savent pas non plus où toquer pour avoir l'information dessus. Et ils perdent beaucoup de temps à mal gérer un truc qui serait beaucoup plus facilement géré avec les bons outils. D'autres questions? Bon, ben merci à tout le monde alors.